tes aînés te respectent, tes cadets t'admirent. Pourquoi tu penses que l'exercice du doublage te va à ce point comme un gant? Parce que je ramène du pinard à chaque séance et quand voilà. je vais partir de ton Bien studio, sûr. tu vas dire c'était génial avec Gauthier. Je vous en fume, les gars. Mais- Je suis un escroc. C'est pas vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait aimer les pubs Décathlon qui vous harcèlent sur les internets? Eh bien peut-être cette voix, ce jeu, ce timbre pince sans rire que l'on doit à l'invité de cet épisode 90. Gauthier Batou se fond dans les pas de l'une des plus grandes stars du moment, Timothée Chalamet, mais il ne s'arrête pas là puisqu'il suit l'énergumène Ezra Miller, ainsi que Miles Teller ou encore Jack Raynor. On peut parfois l'apercevoir sur le petit écran, par exemple dans Emily in Paris, ou bien sur le grand, dans Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, et même au théâtre, dans Chère Héléna. Gauthier nous apprend que malheureusement, on ne peut pas faire de trampoline dans un Rafale, et ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Mais heureusement, il y en a aussi des bonnes, puisque nous parlons de Dune, de ses comédiens, de ses envies et aspirations, et en plus, le Troublion ne se déplace jamais sans son sauciflard, donc je le range également dans la case bonne nouvelle. Et alors, pourquoi ces petits... Il y a une histoire derrière ce saucisson des familles. Ce fuette. C'est quoi? Alors, je sais pas si on dit un fuette, un fuet. Ah, ok. Voilà, c'est une saucisse sèche, mais celle-là est très très sèche. Et j'ai pas pris le couteau de mon cousin. J'ai mon cousin Benjamin qui est coutelier à l'Aïole. Ouais, oh putain. Et ouais. Et son chef d'atelier, d'ailleurs, Zachary, est fan de doublage, donc on embrasse bien fort Zachary. Ah ouais. Et voilà, j'ai ramené un petit saucisson, voilà, histoire de commencer la séance. Oh putain, c'est hyper dur. Ah Tu ouais. vas comprendre pourquoi j'ai pas réussi à le couper. Ah ouais. Parce qu'on a trouvé ça dans le studio, mais c'est pas suffisant. Ouais, Il fallait au moins à l'Aïole. Si je me pète une dent, tu payes le dentiste? Ça risque d'être assez désagréable le début de cette interview parce qu'on Oh la vache. va faire des bruits de bouche pendant assez longtemps. Mais il est bon. Et il est pas mauvais, ce petit salaud. Voilà, on n'en prendra qu'une tranche parce qu'on a mis une demi-heure à les couper. La vache. Ça fait 1 heure les 2 tranches. J'espère que tu démixeras ces petits bruits de bouche. Oh, je pense que oui. Je ne gêne pas. Enfin, bouffer, j'ai jamais fait justement pour ça. J'ai amené un petit coup de pinard un jour. Avec qui on a bu? Avec Vincent Ropion. Ah ouais. On s'est fait. À chaque fois qu'on se voit, on se parle d'Italie. Donc je suis venu avec un petit Chianti. Chianti, ouais. Et puis on était bien. Bah écoute, aujourd'hui, ce sera. T'es venu équipé. Ce sera un Saint-Véran, Roche-sur-Mer 2023. Je t'annonce un direct, je suis venu pour foutre en l'air ton émission, que je trouve très bien d'ailleurs. Hein. Donc, mais trop bien. Du coup, il faut la saloper. Voilà, non, c'est pas la saloper, on va juste... voilà, ça va pas être aussi organisé que ce que tu as prévu. Ça marche. Mettre un peu de gaieté. C'est ça que tu veux dire. Bon, on embrasse Vincent Ropion, bien évidemment. Ouais, et puis du cidre aussi j'ai fait avec notre ami breton, Tanguy Gosdoué. Ah oui. Voilà, donc parce qu'il est breton, donc cidre. Eh ben très bien. Écoute, moi je suis bordelais, mais ce sera quand même un petit Saint-Véran. Et ça vient d'où Saint-Véran? Saint-Véran, c'est Bourgogne, non? Enfin, de toute façon, il y a une différence entre les appellations, les cépages et les domaines. Donc, je sais pas, je pense que tu peux en faire dans plusieurs endroits. T'as un kiff perso, toi, une préférence, des Bordeaux, des Bourgognes, tes goûts perso, c'est quoi? Écoute, donne-moi ton verre. Alors, je finisse d'abord. Ah oui, t'as pas fini. Je suis de Bordeaux, donc j'adore les Bordeaux. Mais je suis grand fan de Bourgogne. C'est d'ailleurs ma petite préférence. Voilà, sur les câbles. Donc il est blanc, ah ok. Ouais. Oui, on va pas s'attaquer au rouge, il est 19h. Eh bien, c'est l'heure de l'apéro finalement. C'est l'heure de l'apéro, c'est exactement ça. Mais peut-être est-ce qu'il va être assez frais? Parce que ça se boit frais en général, le blanc. Écoute, il sort de chez le caviste, donc normalement il est à température de cave. À la vôtre, monsieur Gobbatou. Santé, Mathieu Colna. Il pourrait être un peu 2 degrés de moins, ce serait parfait, mais... Exactement. Il est très bien. Il est très bon. Il est goûtu. Ouais, j'espère que la 4e bouteille ne sera pas trop chaude. Faut les boire vite. La semaine dernière, c'était la Japan Expo. J'ai vu un post ce matin qui disait qu'ils avaient fait venir des jeunes qui faisaient du doublage sur Internet, et nulle part ailleurs, je précise, et qu'ils tenaient des propos comme suit. Notre force est qu'on est jeune, que ça démocratise et qu'on fait du dépoussiérage. Quel est ton avis? Mon avis, j'aurais bien aimé écouter ce qu'ils font. Être jeune, c'est super. Ça se démocratise, oui, on en parle. Mais le fait d'y accéder ne se démocratise pas plus qu'avant. Ça se démocratise pour les comédiens. Donc après... Non, ça démocratise. C'est-à-dire que le fait que nous, on le fait, peut-être, ça veut dire que ça s'ouvre.
Moi, je pense que ce qui s'ouvre, c'est le fait d'en parler, d'avoir des médias comme le tien, d'avoir des conventions, des rencontres avec le public, d'avoir... on vient nous filmer, on commence à voir des visages où on connaissait que la voix du comédien. Tant mieux s'il y a des gens qui veulent en faire, mais on dirait qu'on en parle souvent comme une activité. J'aimerais faire du surf ou de la flûte traversière. Mais pour faire de la flûte, il faut faire du solfège, et pour faire du surf, il faut apprendre à nager. Et le doublage, il faut apprendre à jouer. Donc, ces jeunes gens qui viennent d'Internet, ça se trouve, ils sont super bien. Je ne vais pas avoir d'a priori parce que je n'ai pas écouté ce qu'ils ont fait. Mais venez, démocratisez-vous comme vous voulez, mais soyez comédien avec une vraie formation. Et c'est ça qui est passionnant. Le doublage n'est qu'une partie de notre métier. Mais moi, tu parles à quelqu'un, je suis autant sur scène qu'en tournage, qu'en studio. Donc, j'adore tous les supports, j'adore jouer. Mais... Voilà, je pense que se limiter simplement au doublage sans avoir de base de jeu, de théâtre, c'est un peu se limiter. Alors, on serait né à Bordeaux. Ouais. Et il nous a même pas apporté des cannelés. Des petits cannelés. Péché, je viens avec du pinard. Non, j'aurais pu en plus, j'étais à la gare Saint-Jean ce matin. Ah, j'aurais dû t'envoyer un petit texto, mais je savais pas. Bon, écoute. Désolé, ouais. Puis, cannelé, c'est ton truc? Tout est plus salé? Alors, je suis plus salé, mais les cannelés, oui, quand ils sont bien craquants à l'extérieur, évidemment, on dit pas non. Ah ouais, pour moi, ils sont tout mous d'habitude. Parce que tu manges des cannelés dégueulasses, Mathieu. Probablement. Ouais. Non, le cannelé, normalement, il est tendre à l'intérieur et craquant, il croustille à l'extérieur. Mais souvent, pour y arriver, surtout, en fait, on y arrive à la sortie du four, mais après, pour la conservation, ils surcuisent un petit peu. Donc, c'est des trucs qui collent aux dents, qui font mal, qui sont difficiles à manger. C'est très difficile de faire un bon cannelé. Eh ben, écoute, il faudrait que tu me donnes les bonnes adresses, alors. Bayardran, à Bordeaux. Mais pas que. Ok. C'est déjà pris. Comment il a commencé son parcours sur la voie de la coméditude? Il le voyait pendant toute l'interview. Non, mais j'adore. Hein. Il prendra autre chose, le monsieur. Oui, c'est ça. À la boulangerie. Comment il a commencé, quoi, la son doublitude? parcours sur la voie de la coméditude. Ah, de la coméditude. Tout a commencé dès l'âge, je sais pas, dès que j'étais petit, je regardais les films 150 fois. C'est mon grand frère Hugo, qui me montrait beaucoup de films, des Star Wars, des tonnes de films, des Willow. On était très George Lucas. Oui. Pardon, excuse-moi. Donc j'étais cette veste. On est plus à l'aise comme ça. T'es cinéphile avant d'être... Mais je suis pas vraiment cinéphile parce que je dois admettre que je regarde pas énormément de films, mais je peux voir 150 fois le même film. J'aime certains films, mais je peux pas dire ce serait pas vrai de dire j'adore le cinéma, je vais au cinéma. Il y a eu des périodes, oui, quand j'avais le temps, j'allais au cinéma 3 fois par semaine, c'était génial. J'allais voir les trucs que j'aimais pas, je me disais tiens, c'est intéressant aussi de voir. Là, bon, voilà, maintenant j'ai un peu moins le temps et je prends plaisir à regarder des films, à avoir des gros rendez-vous, des trucs, c'est des madeleines quoi. Puis à découvrir des nouvelles choses aussi, bien sûr. Et donc voilà, donc mon frère me faisait regarder des films. Moi, je refaisais les mises en scène avec mon frère et ma sœur. Je me déguisais, je passais mon temps à faire des mises en scène avec des Playmobil, machin. Et ma mère m'a inscrite à un cours de théâtre à Paris, un cours d'impro. Et de mes 8 ans à mes 16 ans, régulièrement, on me disait, mais dans des cours différents, on me disait, tiens, ce serait bien que tu aies un agent, on pourrait te présenter quelqu'un. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et la 3e fois qu'on me l'a proposé, c'était au cours de théâtre de mon lycée. Mes parents ont dit oui et j'ai tout de suite tourné, quoi. Donc, j'ai commencé à tourner dans Plus belle la vie, une série qui s'appelle Trop la classe. Et tout premier tournage, c'était Famille d'accueil avec mon pote Antoine Ferret. On ne s'est pas quitté depuis. Et voilà, quoi. J'ai fait tout ça. J'ai été déscolarisé assez vite parce que je tournais tout le temps dans des villes ailleurs que Paris. Ok. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Tu n'as ni le brevet ni le bac? Alors, si j'ai le brevet... Ouais. Parce que c'est à 14 ans qu'on le passe, je crois, ou non, même fin avant, de 12 ans, j'en sais rien, et que moi, j'ai commencé à bosser à 16 ans. Ok. Et voilà, en revanche, non, le bac, j'étais en tournage, et j'y suis pas allé. J'aime bien, non, je pouvais pas, j'étais en tournage. J'avais tournage avec Florent Pagny et Christiana Reali, c'était super. Ah ouais? Ouais, c'était cool, un truc de fin du monde et tout. Ah bah, écoute. Ouais. T'avais des rêves de gosse de jouer les BG devant la caméra? Non, de jouer... alors, je rêvais pas d'être acteur. Je rêvais d'être Superman, par exemple, ou d'être des personnages, mais j'avais jamais capté, compris qu'on pouvait en vivre, que je me disais, enfin, tu vois, j'allais pas plus loin, je voyais les gens dans la télé, je me disais, super, c'est les gens dans la télé, quoi. Je me disais pas, ils ont une vie, c'est des gens, c'est un métier. Donc, c'était pas un rêve de gosse, mais les personnages me faisaient rêver, ouais. Clairement, Superman, Star Wars. Et après, quand on m'a dit, tu peux en faire ton métier, parce que j'adorais le théâtre, j'adorais être sur scène, mais comme loisir, j'ai dit, oui, ça, moi, je veux jamais arrêter de faire ça. Donc, quand j'ai appris que je pouvais être payé pour le faire, et ne faire que ça, c'était génial. Tout de suite, t'as accroché?
Oui. Ah oui, à la seconde où ma mère m'a inscrit à ce cours d'impro, c'était un monde... C'était pas un cours de théâtre, c'était un cours d'impro. Donc Ouais, c'est plus d'impro, large. mais c'est du théâtre, quoi. Ouais. On faisait des exercices de théâtre. Parfois, il y avait des trucs un peu écrits où on écrivait un spectacle au fur et à mesure de l'année. Après, on faisait des matchs d'impro, tout ça. Donc, Mais l'impro, c'est un exercice très particulier et c'est ouf que t'aies commencé par ça parce que c'est pas le truc le plus simple. Ouais, j'ai commencé par ça et après, je suis allé au cours Cochet pendant plusieurs années, mais par intermittence parce que je tournais, donc j'y allais quand je pouvais. En quoi tu penses que avoir commencé par l'impro a influé sur le reste de ton apprentissage? Je pense que l'impro, une des règles de base, c'est que tu t'arrêtes jamais. Tu dis pas « Ah, je suis mal à l'aise » ou « Ah, j'attendais pas à ce que tu dis ça, j'avais prévu autre chose ». T'es obligé de rebondir. C'est ça qui est génial et qui est... Donc en fait, t'es obligé de mettre ton cerveau sur off et de t'amuser. C'est hyper jouissif. Et du coup, je pense que ça m'a... Le petit truc en plus que ça m'a apporté, c'est de tout le temps rester en jeu. Je vais pas... Même s'il y a une prise où je sais qu'elle sera probablement pas gardée parce qu'il s'est passé un accident ou qu'il s'est passé un truc pas prévu, je vais rebondir dessus et je vais essayer d'en faire quelque chose. Et c'est chouette. Bon, souvent, s'il y a un vrai accident, c'est pas gardé. Sauf si le truc correspond miraculeusement à ce qui se passe dans la scène. T'as des exemples de situations, de scènes, avoir joué des scènes où t'as ton partenaire en face qui est à l'économie parce qu'il sait que ça va pas être gardé ou... Oh, rarement. En général, j'ai eu la chance de tomber sur des bons partenaires. Mais oui, après, tu sens que parfois, t'en as qui peuvent être un peu lassés quand la caméra est pas sur eux ou quand en doublage, ils ont fait le truc qu'on leur a demandé, qu'après, machin. Mais globalement, non, les gens... Ou alors, je m'en souviens pas, mais les gens que je croise, ils sont beaux joueurs. Et je pense que quand toi, t'es dans une énergie où tu donnes beaucoup et que même si c'est pas sur toi, t'y vas, même si... non, mais t'es pas obligé de la refaire et que t'y vas quand même... ça suscite un truc assez joueur avec le partenaire ou la partenaire en face, et du coup, ça répond. Ok, ça roule. En général. Il y a des gens, des films qui t'ont inspiré pour t'engager dans cette voie en particulier? Oh bah oui, plein. Des acteurs, même des actrices. Je sais pas, DiCaprio, Depardieu, Fernandel, Louis de Funès, Coluche, les Deschamps-Macaïef aussi, toute la troupe des Deschamps-Macaïef. Ah ouais. Des spectacles qui parlaient pas, j'étais là, mais on a le droit de faire ça. Mais c'est incroyable. Ouais, la troupe du Splendide, et puis dans les acteurs américains, oui, il y en a énormément des acteurs et des actrices que j'adore. J'adore. C'est quoi tes plus belles expériences à l'image? Eh ben, j'ai sauvé Notre-Dame, figure-toi. Oui, t'étais un des pompiers dans Notre-Dame brûle? Oui, je suis un des 150 pompiers avec un casque et une combinaison. C'est pas un film sur moi. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de premier rôle. Le premier rôle, c'est Notre-Dame. D'ailleurs, l'affiche, c'est l'église. Ouais. La cathédrale, pardon. Mais oui, ça, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que il y a une équipe de 400 techniciens, plus ceux qui construisent les décors. Ils ont quand même reconstruit Notre-Dame à l'échelle 1 pendant plusieurs mois, en brûlant le bois, en le passant au Karcher, en le rebrûlant. Ils ont reconstitué même la chiure des pigeons sur le... Wow. C'est incroyable. Là, tu es là, tu prépares ta scène, tu as répété, tu as fait plusieurs mois d'entraînement physique intense. On s'est entraîné avec les vrais pompiers de Paris qui ont sauvé l'édifice. Trop bien. Jean-Jacques Hano qui nous raconte des anecdotes. Oui, quand j'étais avec Brad Pitt, machin. Oui, alors à ce moment-là, des trucs, mais aussi géniaux qu'invraisemblables, incroyables. Ce mec est génial. Et bref, donc ce jour-là, il y a beaucoup de monde. Tout d'un coup, il y a une espèce d'Audi qui est pas encore sortie avec les vitres teintées. 4 gardes du corps qui sortent, les motocross, les porte-flingues et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis une personne assez âgée qui avait l'air très gentille en Balenciaga. Avant de faire le plateau, je dis, mais c'est qui? Je dis, mais c'est monsieur Pinault, qui a mis plusieurs... Voilà, qui a participé au financement du film, comme à la reconstruction de Notre-Dame. Donc, du coup, il avait envie un peu de mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est le cas de dire. Et bref, et donc, du coup, il y a tout ce monde-là qui est là. Je crois même qu'il y avait la maire de Paris. Enfin, bon, bref, elle a participé au tournage du film, elle aussi. Et donc là, t'es là, et il y a le 20h de TF1 qui te filme, et bon, tu dis, ça y est, c'est mon moment, quoi. Je vais escalader 20 mètres avec un plateau à 200 degrés. C'est le feu le plus gros de toute l'histoire du cinéma. Mais c'est plus gros que les plus grosses scènes de feu dans Game of Thrones. Ils ont tout multiplié par 5 en termes de quantité, de dispositifs. Et moi, Jean-Jacques Hano, je l'avais rencontré en doublage. Et il y a une scène où il y a un mec qui se casse la gueule dans une maison en feu que je doublais. Et le mec se casse vraiment bien la gueule, hein. Et je dis, mais excuse-moi, juste avant de la faire, Jean-Jacques. C'est vraiment cassé la gueule? C'est vraiment cassé la gueule. Et là,
pouvez rallumer les lumières. Et il part en anecdote. Et quand Jean-Jacques part en anecdote, c'est délicieux. Et il nous dit, j'avais fait remplacer toutes les vitres du décor et tous les accessoires par des accessoires en sucre et des vitres en sucre pour pas qu'on se blesse, machin. J'avais fait brûler la maison, j'avais dit aux comédiens, il n'y aura qu'une prise parce qu'une fois que la maison a brûlé, il ne restera plus rien. En réalité, il avait de la marge, il pouvait la brûler plusieurs fois parce que le feu, on l'allume, on l'éteint. Au cinéma, c'est pas... Voilà. Et puis, il y a plein de dispositifs pour tout éteindre en cas de problème. Et il avait savonné 3 planches de décor. En prenant soin, évidemment, de mettre des protections sur les acteurs, sur l'acteur et l'actrice qui étaient dans cette scène. Il leur avait dit, quoi qu'il arrive, on n'a qu'une prise, donc vous continuez. Et la comédienne, putain, elle enjambe toutes les planches de parquet qui sont... Et elle s'enfuit de la maison. Donc, merde. Et le comédien, le premier, il le saute, le deuxième, il passe au-dessus, et le troisième, il s'éclate, il se relève et il part. Et ça donne un truc hyper réaliste. Et là, moi, j'écoute ça, et ça se passe hyper bien avec Jean-Jacques Hano en studio, et je me dis, putain, j'ai envie de lui laisser un CV, de lui dire, j'ai vu tous vos films, je rêve de travailler avec vous. Et je me dis, écoute... Je sentais que j'avais pas besoin. Le moment était tellement pur, il y avait rien qui était forcé, il y avait pas de séduction, il y avait pas de. C'était juste super chouette. Je me suis dit, t'as pas besoin. Et je le revois en essai, c'était pendant le Covid. Il me dit bonjour Jean-Jacques, enchanté. Je fais non mais Gauthier. Il fait ah mais oui, je me souviens très bien de toi. D'ailleurs, c'était très bien ce que tu avais fait et tout. Donc magnifique. Vient cette scène où j'éteins le feu de Notre-Dame, où j'ai quand même 20 mètres à grimper. Je vais arrêter de lever les bras parce que j'ai l'impression. Non là ça va. Tout va bien. Mais j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. On est bien, tu maîtrises là. Et je maîtrise, mais j'ai quand même de plus en plus chaud. C'est les flammes, tu penses à Notre-Dame. Les flammes de Notre-Dame, putain, l'acteur studio, c'est incroyable. Ouais. Et donc là, j'avais répété, t'as quand même 10 kilos sur le dos, là il fait 200 degrés, c'est un peu plus dur. Et j'avais demandé aux artificiers, aux chefs déco, j'avais dit on est d'accord que tout le parcours que j'ai répété sans les flammes, il n'y aura pas de flammes là où je mets les pieds et les mains. On fait non, il n'y aura pas de flammes, Et là, je vois le cascadeur avec qui je m'entends bien, qui m'enlève mes gros gants de pompier et qui me met du gel anti-feu. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Le mec est grimpeur, il est alpiniste. Je lui dis, mais t'es con ou quoi? Enfin, tu sais que ça va me gêner, quoi. Et le mec baisse la tête, il me fait, oh non. Je dis, non, mais ça me fait vraiment chier, en fait. Et il fait, il me tartine. Il savait des trucs que tu savais pas. Évidemment qu'il savait. Et là, je grimpe 3-4 mètres, t'as 10 kilos sur le dos, il fait 200 vrais degrés. Bon, on a une tenue qui résiste à 900 degrés, mais t'as quand même très chaud, hein. J'avais un câble pour me sécuriser au cas où je tombe. Au-dessus de moi, il y avait des mecs qui lançaient des baignoires de charbon ardent sur ma gueule, quoi. Donc au début, tu fais oh, putain, c'est pas mal. Donc, on voyait encore un peu mon visage. Je grimpe. Et là, au bout de 4 mètres, 5 mètres, je vois des flammes comme ça. Et je me dis, putain, il m'a piégé. Et là, je me revois lui poser la question de il est vraiment tombé, le gars? Et lui, il me fait alors. Et donc, il m'a piégé et j'ai tout grimpé. Et il m'a dit, bon, il y a une pause au milieu. On fera la suite cet après-midi, sauf si tu te le sens. Il y a 8 caméras, elles sont là pour toi. Et là, putain, j'avais une espèce de hargne. Alors, le seul problème, c'est qu'à un moment, je pouvais plus respirer parce qu'il faisait trop chaud et que j'avais trop d'escarbilles et de charbon ardent sur la gueule parce qu'il y en avait d'autres au deuxième étage au deuxième étage du décor, donc quand même à 10 mètres, des sèches-cheveux qui t'envoient de la... Des cendres? Ouais, des cendres incandescentes, quoi, des escarbilles. Wow. Et donc là, les yeux et tout, c'est plus possible. Tu respires et tout. Et tu t'accroches le truc. On avait répété des journées entières avec les vrais pompiers pour ça. Hein, donc ça allait, j'étais pas en danger, quoi. Mais c'était quand même très intense. Hop, je continue le truc. Là, il y a le 20h de TF1 qui fait « Oh là là, c'est génial !» et tout. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il faut? Je comprends rien. Moi, il y a qu'un seul mec que je veux voir, c'est Jean-Jacques. Tout le monde est dehors. Ils ont évacué le plateau parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de fumée. » Donc évidemment, c'est un moment de cinéma hyper intense. Bon, je suis comme ça dans l'image, j'ai un casque, je me coiffe assez vite le visage, donc voilà, on me voit pas. Mais c'était génial et héroïque, et on l'a tous fait tous ensemble, et c'était magnifique. Et là, je vais le voir, je lui dis, mais attends, Jean-Jacques, excuse-moi, tu m'as piégé, là, on est d'accord. Et il me dit, naturellement, Gauthier, vois-tu, je voulais te voir galérer. Je ne fais pas un film sur les super-héros, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les héros, ce soit l'unité. Voilà, que tous ensemble, vous arriviez à sauver cet édifice. Et là, tu l'as fait avec brio. Et il me parlait dans l'oreillette pendant que ça tournait, il me disait des trucs géniaux. Il me dirigeait pendant que je... Ah ouais? Ouais. Non, c'était fou, c'était complètement fou. Genre, t'es nul, plus vite. C'est vraiment de la merde, Gauthier, c'est dommage, c'était la chance de ta vie. Et je travaillerai plus jamais avec toi. Non, il me disait... En fait, j'arrive en haut, t'improvises un petit truc. Il y avait Pierre Lotin qui était là dans cette scène aussi, que j'adore, ce mec, Pierre Lotin, qui est l'acteur. Et là, je sais pas quoi faire, tu vois. Je suis arrivé en haut, je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai couru un semi-marathon, quoi. Parce que tu respires ton propre CO2 avec l'ARI, avec le truc des pompiers. Donc, eux, ils sont vraiment très forts. Nous, on était entraînés, mais quand même, c'est chaud, quoi. Et donc, il me dit, vas-y, décoiffe l'ARI, je l'enlève.
Et je vois la grue qui s'approche. Il me dit, laisse la caméra s'approcher, profite, respire. Pense à cet instant unique, à cette satisfaction profonde et à cet instant de bien-être et de fierté que tu ressentiras probablement jusqu'à la fin de tes jours. Oh. Le mec te dit ça de manière plus fluide que ce que je viens de faire. Ouais. Et là, tu te laisses faire. J'ai pas joué dans la scène. Ouais, tais-toi, quoi. Oui, bien sûr. Tu souris, t'es content, quoi. Et voilà, c'était vraiment un moment, c'est mon meilleur souvenir de cinéma de tous les temps. Trop bien. Le problème, quand tu vis ça, c'est que tu sors de là, tu rentres chez toi et tu fais « Bon, maintenant, je veux que ce soit ça tous les jours. » Ouais, bah ouais. Et ça, c'est... Voilà, il y en a qui ont la chance de le vivre régulièrement. Moi, voilà, c'était magnifique. C'est des moments, ouais. Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut savoir les savourer, comme il t'a dit Jean-Jacques. Ouais. Émilie in Paris. Oui. Gilles Dufour. Quand est-ce qu'on leur dit aux Américains qu'on n'a plus des noms des années 60 en 2025 ? On s'appelle plus Gilles Dufour. Ben oui, écoute, c'est un peu le fantasme, c'est la carte postale, c'est... Puis en même temps, Gilles Dufour, c'était pas le plus élégant du palmarès, hein. Donc fallait... Voilà, on embrasse tous les Dufour, évidemment, mais je veux dire qu'avec le personnage, il y avait un truc un petit peu qui... Un petit souvenir particulier sur Emily in Paris ou rien de spécifique ? Oh ben si. D'ailleurs, j'ai tourné dans les mêmes studios que pour Notre-Dame brûle, chez Luc Besson à la Cité du Cinéma. C'était un souvenir génial. Après, c'était un peu moins héroïque. J'étais en costume, j'ouvrais la porte d'un taxi, je montais des valises et on avait une scène tout à fait charmante avec Lily Collins. Non, si, un petit souvenir marrant qui m'a fait me prendre en main, c'est qu'il y a Darren Star qui était là le jour où je tournais. Ok. On répète la scène, donc la fameuse scène de la bande-annonce. « Oh my God, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. » Et là, il me dit, à ce moment-là, tu vas pas dire... normalement, il y avait 3 répliques, la scène était terminée. Il dit, let's add a line, when you're at the window, let's say, you've got all of Paris at your feet, there is a wonderful cafe just down below, a friend of mine is the manager, OK? Rolling. Et moi, à ce moment-là, je parle pas très bien anglais et j'ai rien compris, mais vraiment rien à ce qu'il m'a dit. J'ai compris friend of mine... Et là, je suis derrière la porte, rolling, donc ça tourne, ouais. Donc il y a le clap qui est là, et Lily Collins, qui a été tout à fait gentille et qui a compris ce qui s'est passé, m'a regardé, elle m'a répété le texte tout doucement, et je fais, friend of mine, just down below, non, beyond, oh putain, ça veut pas dire la même chose. Okay. Et voilà, et du coup, la première prise, je pense, était un petit peu suante, ouais. Et après, ça allait très bien, et voilà, et le premier assistant vient moi, il me dit, attends, il réécrit le truc au fur et à mesure. Là, ça veut dire que tu vas revenir puisque tu dis que t'es pote avec le rôle principal. Moi, j'ai dit, écoutez, quand vous voulez. Ouais. Donc là, on est à la 5e saison qui se tourne en ce moment. J'ai toujours pas reçu ma convoque, mais je suis prêt. Je suis prêt, j'ai pas changé de coupe de cheveux, j'ai gardé le costume. Donc, c'est pour la 14, on m'a dit. Ouais. Non, mais parce qu'à mon avis, le studio est un peu petit, donc si elle a besoin d'un appart plus grand, je suis là, Darren. Je suis là, I'm here. C'est une prod américaine ? Ou c'est l'équipe technique est française ? C'est moitié-moitié. La prod est américaine et ils ont une prod exé française. Et les techniciens, ça parle beaucoup anglais, mais ça parle quand même un peu français. Les réals sont français ? Andrew Fleming, il est américain. Et il y avait une autre réalisatrice, Zoé Cassavetes, je crois. Je ne sais pas de quelle origine elle est, puisque je n'ai pas tourné avec elle. Ok. C'est de la famille de Nick et John ? Je ne suis pas sûr. Bon. Voilà. J'avais fait une autre série aussi avec Maisie Williams de Game of Thrones. Ah ouais. Et pareil, c'était des très gros dispositifs où tu as une prod américaine et tu as des gens un peu partout de l'Europe qui viennent, mais quand même, tu as un bon fond de roulement français. Mais c'est pas les mêmes équipes que des longs métrages français ou de la télé française. C'est marrant. Tu peux retrouver des techos d'un téléfilm à un long métrage, par exemple. Ouais. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais des trucs américains sur les trucs ou alors c'est quand il y a 500 figurants et qu'il y a besoin de renfort et voilà, mais sinon ouais c'est des espèces de circuits un petit peu parallèles où ils ont l'habitude de gérer avec les Américains, c'est eux qui... Ouais, je vois. Voilà. Hormis la taille de l'équipe, qu'est-ce qui diffère de bosser avec des Américains ? Alors 2 choses fondamentales. La première, le camion burger dès le matin dans ta loge. La taille de ta loge aussi diffère, la taille de ton cachet. Un jour, on m'a dit, attends, le cachet, c'est non négociable. J'ai dit, écoutez, ce sera sans moi. Ils m'ont donné la somme. J'ai dit, alors, à ce prix-là, si vous voulez, je peux faire les vitres parce qu'il n'y a pas de problème. Et non, il y a ça qui change. Il y a tout un dispositif, c'est-à-dire que les acteurs ont des nounous.
il y a quelqu'un qui te garde, voilà, qui va te chercher des courses, voilà, il y a ça à disposition. Plusieurs food trucks, tout est multiplié x 10. Et le vrai truc qui change, et voilà, n'en déplaise à la France. Moi, j'ai réalisé un film, je vais pas cracher sur les équipes techniques françaises, étant moi-même technicien et ayant aspiration à l'être de nouveau. C'est le temps d'attente entre les prises. Alors les mecs, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est préposé au pied du projecteur, un mec qui est préposé au projecteur et tout. Donc tout va plus vite parce que c'est hiérarchisé, il y a plus de monde. Mais quand même, c'est-à-dire qu'en France, entre deux plans, tu peux attendre 1 heure, 2 heures, alors que juste on se retourne. Bon, 2 heures, c'est vraiment énorme, hein, c'est un cas de figure particulier, mais ça arrive. Donc tu perds un peu l'énergie, tu perds la spontanéité. Tu vois, en 1 heure, t'as dit des conneries, t'es allé manger un truc, t'as un coup de fatigue, t'as eu un coup de fil. Bon, c'est difficile de rester concentré dans la même énergie. Aux États-Unis, si, j'avais fait un film aux États-Unis, d'ailleurs, c'était pareil, c'était un truc sans budget, mais pour le coup, c'était sans budget, mais c'était pareil, on n'attendait pas. Ça allait hyper vite. Ça allait hyper vite. En 2 secondes, on se retourne, et toi, t'as intérêt à être au taquet. Mais c'est génial. Tu t'ennuies pas, la journée, elle passe en 2 secondes. Ouais, c'est ouf. Pour l'énergie, je trouve que des comédiens, je trouve que c'est pas à perdre. Tu vois, l'avantage du doublage, c'est que tu peux faire 20 prises. Ouais. Tu coupes, tu recommences. Quand tu tournes, tu vas faire 20 prises, on va replacer la lumière, il y a un mec à gueuler, il y a machin, ces machines qui allaient pas, ces trucs. Voilà, tu peux un peu te diluer dans cette énergie, c'est ça le danger. Ça fait partie du job, faut rester straight. Et là, t'as quand même, c'est quand même à ton service. Hein, vas-y, mon gars, on te déroule le tapis rouge, fais-nous toutes les palettes. Et les réalisateurs sont très exigeants, ils te demandent vraiment plein de trucs différents de manière très rapide. Ah, ok. Et après, on passe à autre chose. Pour avoir le choix au montage. Pour avoir le choix au montage ou pour eux construire, parce que ça se trouve, ils cherchent aussi, ils cherchent avec toi, ils voient ce que tu leur donnes, et ils rajoutent des couches, tu vois, on a ça, maintenant on va rajouter ça. Et c'est bien, mais t'es vraiment crevé, et puis c'est pas ta langue, moi c'est pas ma langue, c'est-à-dire que je galère toujours un peu à comprendre et tout, je suis pas... Voilà. Normal, t'amènes la French touch, la French touch. D'ailleurs, tous les cours d'accent que tu prends et tout ça, et on te dit, alors tu peux avoir l'accent français le plus pourri, le plus dégueulasse, so I speak like that. Ah oui, voilà, ça c'est génial. Écoute, c'est ça, oui. J'ai payé ce coach pour rien. Le théâtre, chère Elena, quelle expérience t'en as tiré? Fantastique. Comme le plastique. Comme le plastique. Mais cette pièce n'était pas en plastique, cette pièce était d'une authenticité rare. On était 4 jeunes sur le plateau autour de Myriam Boyer pendant 1h10. C'est vraiment une pièce de théâtre exceptionnelle. L'écriture est folle. Didier Long, le metteur en scène, c'était une rencontre magnifique. Et toute l'équipe, François Debloc, Jeanne Ruff, Julien Crampon, qui fait beaucoup de doublage aussi. Et l'immense Myriam Boyer, non, c'était fou. Hormis ça, le théâtre en lui-même, c'est un exercice qui te parle, qui te plaît, qui te convient, par rapport à l'image, par rapport au doublage? Ah bah oui, je serais malheureux si je devais arrêter un de ces 3 trucs. Non, je suis très heureux en alternant les 3. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le théâtre, j'ai fait que 2 pièces. Après, j'ai fait d'autres projets, mais qui étaient plus des prototypes, on va dire. C'était chez Elena et Edmond. Voilà, je les ai joués 300 fois chacune. C'est super, mais 300 fois tous les soirs d'affilée. Puis moi, j'ai pas de relâche les lundis. Les lundis, je suis en studio. Parfois, j'ai des tournages qui tombent pendant l'exploitation théâtrale. Donc, c'est-à-dire que tu te lèves à 5h du mat, tu te couches à 1h. Il faut rattraper les doublages que tu n'as pas fait. C'est bien de le dire, ça. Bah oui. Non. Parce que les gens font, les comédiens, c'est facile. Vous faites poète dans un micro et puis vous gagnez... Alors, on fait poète dans un micro, on va pas se mentir. Le mec qui dézingue complètement. Mais c'est pas que facile aussi, c'est pas que ça. Bah oui, il y a des périodes très très intenses. Voilà, il y a des périodes plus calmes, il y a des périodes où c'est frustrant parce que tu fais rien, il y a des périodes où tu te prends une avalanche de trucs. Voilà, donc c'est génial le théâtre. Après, moi, les 2 expériences que j'ai vécues, elles étaient tellement intenses, prenantes, et puis il y avait des tournées après. Donc tu pars en tournée, tu voyages toute la journée, tu reviens, il faut rattraper les doublages. C'est-à-dire que tu fais du 9h, 2h du matin en studio sans pause déj. Ouais. Tu bouffes des sandwichs quand tu as le temps et tu fait des allers-retours de province à Paris pour faire un doublage. Oui, c'est-à-dire que quand tu as ton équipe théâtrale qui claquait HS, toi tu te dis bah oui, sauf que tu as 15 séries où tu as le rôle principal, donc il faut, voilà, tu vas pas faire une pause. Les épisodes, ils sortent à telle date. Donc voilà, donc ça c'est une chance avec le doublage, c'est que souvent on peut s'arranger, les DA sont vachement cool là-dessus, quoi. Et les prods. Pas tous les DA, s'il vous plaît. Mais je travaille avec des gens sympas. Il paraît. Tes premières expériences au doublage, c'était quoi et comment? Dodo Pousséo,
je tourne avec elle et je lui dis que je rêve d'en faire et elle m'invite sur le plateau de Danielle Perret. L'immense Danielle, elle n'est pas très grande, hein, elle fait 1m65, mais elle est immense par sa gouaille, son talent, son expérience. C'est un monument. C'est un monument. Et voilà, donc je suis arrivé et je vois cette petite dame tout à fait, pas en colère, mais voilà. Passionnée. C'est elle qui dirigeait, passionnée. Okay. Bon, alors, on va faire ci, on va faire ça. À l'époque, je sais pas, elle avait des petites lunettes, il y avait un truc, elle avait sa frange et les cheveux au carré, et elle bougeait avec un tailleur très chic, parce qu'elle est toujours très chic, Danielle. Et je me suis dit, oh, parce que comme elle m'avait dit, Dodo Pousséo, souvent les directeurs artistiques sont des comédiens de doublage. Donc là, je me dis, c'est la voix d'Edna dans Les Indestructibles, parce qu'elle lui ressemblait tellement. J'étais sûr que c'était elle. Et c'est pas du tout elle, je crois que c'est Mireille Mathieu ou je sais pas qui, l'encasté à la coupe de cheveux. Et bon, bref. Et du coup, j'ai dit, c'était cool d'être avec la voix d'Edna. Elle me dit, t'es con. J'ai compris que, bon, j'avais juste dit une bêtise. Et voilà, donc première expérience, c'était ça. Et après, Dodo m'a fait faire mes premières lignes en doublage. Et ensuite, il y a eu plein de DA. Raphaël Ancio, Hervé Ray, Julien Kramer. Il y en a eu beaucoup. Et en fait, il faudrait que je cite tout le monde parce que tout le monde m'a fait des ambiances, un petit rôle, un petit truc, un essai que je foire. Et voilà, et sur les années, après, ça s'est transformé en de belles relations professionnelles et même parfois de belles amitiés. C'était tout de suite l'accroche ou au début, tu as eu une petite phase d'apprentissage, on va dire? Il y a toujours une phase d'apprentissage, mais en fait, on m'a dit très vite, fais un stage, gagne du temps. Si tu viens en ambiance et que c'est compliqué, qu'on doit tout apprendre, on va se lasser assez vite. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui vont très vite déjà. Donc, si tu veux te démarquer, prends de l'avance, fais un stage. À l'époque, c'était pas du tout répandu, les stages. Et il y avait beaucoup d'arnaques. Et les gens disaient, t'as fait un stage? Ah, il a fait un stage! Sous-entendu, c'est de la merde, il s'est fait arnaquer et tout. Donc, je savais pas s'il fallait le dire. Et en fait, non, lors de ce stage avec Laura Koffler, que j'embrasse, non, elle m'a dit vraiment, t'as quelque chose, quoi. Yeah. Ouais, on était deux. Il y avait Marc Arnaud et moi, et elle nous disait, bon, vous, puis là, aujourd'hui, on a 15 séries en rôles principaux tous les deux, on fait des super beaux films. Et... C'était quand? Il y a, je sais pas, 17 ans. Yeah. Je devais avoir 20 ans. Donc, il y en a 14 ans, alors. Non, j'avais moins de 20 ans, je devais avoir 18. Non. C'est beau. Quand on cite ton nom dans les couloirs, on dirait que tu fais l'unanimité. Tes pairs ne tarissent pas d'éloges, tes aînés te respectent, tes cadets t'admirent. Pourquoi tu penses que l'exercice du doublage te va à ce point comme un gant? Parce que je ramène du pinard à chaque séance et quand je vais partir de ton studio, tu vas dire c'était génial avec Gauthier. Je vous en fume, les gars. Je suis un escroc. C'est pas vrai. Voilà. J'en sais rien. Pourquoi? Comment veux-tu que je réponde à cette question? Déjà, merci de me faire ce petit compliment. Mais après, c'est pas à moi de répondre. C'est aux autres. Attends. Ouais. Même se resservir un petit godet, ça fait combien de minutes là qu'on filme? Ça fait 30 minutes. 30 minutes. Allez, un godet toutes les 30 minutes. Ouais. C'est parfait. C'est à peu près raisonnable. Merci bien. Je rappelle qu'il est l'heure de l'apéro. Voilà. On ferait pas ça n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est sûr. Ah non. Alors, ok, je vais te poser cette question. Quels sont ceux du métier que tu admires? C'est plus facile pour toi de répondre. Il y en a énormément. J'admire Patrick Préjean. Ah ouais? Parce que, tu vois, lui, il tourne, lui, il joue au théâtre, et il double, et en plus, il est gentil, et il est excellent. J'ai eu la chance de jouer dans une série avec Patrick, et j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je veux faire Patrick Préjean, putain. Ouais. Voilà. Puis en plus, il est tellement heureux, enfin, en tout cas, il a l'air, voilà, j'aime ce monsieur, je l'admire, j'admire sa fille, Laura, et... Alors, attends, admirer, parce qu'il y a... Si, bon, allez, allons-y, on déballe. Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil, Emmanuel Garigeau, Donald Reignoux, évidemment, Alexis Thomasian, toute cette bande-là, fantastique. Ils m'ont beaucoup appris, c'est un peu comme des grands frères. Dorothée Pousséo dans Les Filles, Barbara Beretta, une bombe, elle est extraordinaire. Voilà. Après, il y a des voix, Elisabeth Ventura, mais l'intelligence, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, qu'elle joue un truc, je dis, putain. En fait, oui. Ben oui. Mais en fait, oui. Ben oui. C'est-à-dire que moi, on me dit que je suis bien, mais alors ils l'ont pas vue, elle. Elle est exceptionnelle. Céline Monsara, la voix d'or, la voix de diamant, c'est tellement beau de l'entendre parler, de l'entendre rire. Voilà, et puis après, il y a des directeurs artistiques avec lesquels j'adore travailler, et ils sont très nombreux. Allez, on va passer à tes petits gars. Ezra Miller, le taré.
Le mec qui torpille toutes les prods dans lesquelles il est. Le dernier en date, il me semble que c'était The Flash. On va passer sur sa personnalité peut-être et parler de l'artiste et son style de jeu. Qu'est-ce que tu penses de lui en tant que comédien ? Fantastique. Ouais. Il est exceptionnel. Je savais pas que j'allais le doubler. Il a joué dans un film qui s'appelle We Need to Talk About Kevin. Ok. Où il tue toute son école. Voilà, c'est un mass killer. Et putain, la claque que je me suis prise, ce film n'a même pas été doublé, je crois, ou alors après, en sortie VOD. Et je reçois un mail, parce que j'avais la carte UGC, j'allais tout le temps au cinéma, et j'apprends qu'il va présenter un film à l'UGC, je sais plus, Léal. Donc j'y vais. Cours, ouais. Je cours, ouais, enfin, voilà, j'avais envie de voir le film dans lequel il était, surtout. Et là, je le vois, je me dis, putain, c'est marrant, il est tout timide et tout, il regarde ses pompes, il a les cheveux dans le visage. Et à un moment, le mec de l'UGC, mais il n'était pas du tout connu, si tu veux. Personne, à part moi, dans la salle, n'avait vu ce film-là. Il venait le voir pour le réalisateur. Puis il avait 15 ans, 16 ans, tu vois. Donc c'était vraiment un tout petit film de niche qui était sorti dans 3 salles, genre le cinéma des cinéastes à Clichy, et c'est tout. Donc, les gens ne savaient pas qu'ils avaient une bombe en face d'eux. Et là, il dit, quelqu'un a une question. Personne, une salle de je sais pas, 800 places, personne ne lève la main. Et moi, je dis, putain, moi ? Et je devais avoir 16, 17 ans. Il me donne le micro et je dis juste, voilà, j'adore ce que tu fais, je t'ai vu dans tel film. Je voulais savoir, t'as pris des cours de théâtre, machin. Et il m'a regardé en regardant ses pompes, il m'a répondu, merci. Ouais. Donc en fait, il était chanteur d'opéra. Il a fait un rendez-vous avec le réalisateur où il est arrivé en retard. Ça, c'est le réalisateur qui l'a raconté. Et voilà, il n'était pas du tout prédestiné à ça, mais c'était évident qu'il fallait qu'il le fasse, quoi. Il ramène les rôles à lui, la caméra à lui. Il est magnétique, il est incroyable. Ouais, il est... Et le hasard de la vie a fait qu'on m'a proposé de le doubler plusieurs fois. C'est Pauline Brunel qui me l'a donné, cadeau, pas d'essai, rien. Je dis, mais lui, elle me dit, oui, il est bien. Hein. Je dis, mais il est pas bien, il est extraordinaire. Je sais pas, je connaissais pas. Il n'était pas connu. Ouais. Il a fait parler de lui pas forcément combien après, mais... Oui, bon, on a tous séquestré quelqu'un dans sa cave. Je veux dire, est-ce qu'il y a un film où il t'a particulièrement marqué ? We Need to Talk About Kevin, je ne l'ai pas doublé. Si, The Stanford Prison Experiment, où il joue une expérience avec des étudiants de Stanford qui prennent le rôle de garde et de prisonniers, et le film part très très loin, et c'est un film basé sur des faits réels, en fait. Quand on donne un rôle de maton à quelqu'un et un rôle de prisonnier à quelqu'un, le prisonnier va se comporter en prisonnier, le maton en maton. Pas forcément dans le bon sens. C'est incroyable. Mais ça s'est révélé être vrai. Oh. Tu files de l'autorité à un bâton à un mec qui est pas... Il va y avoir un petit truc... Il va switcher dans la folie ou il va... pas forcément dans la folie, mais il y a un truc d'assouvir son pouvoir, de violence. Le film raconte ça, et c'est une expérience. Voilà, il y a une étude qui a été publiée à ce sujet. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui surveillent des prisons en abusent. Au contraire, ils doivent être formés pour et tout, mais que de prime abord, l'humain aurait une tendance à vouloir peut-être... abuser un peu de sa position. Mais je pense que quand tu fais ce métier, tu es formé pour justement être au courant de ça et mettre... Peut-être pas toujours le cas, mais... Ouais. Ok. Donc tu l'as rencontré, tu l'as vu en vrai ? Ouais, avant de le doubler. Lui et ses cheveux. Incroyable. Bon, allez, on va parler du grand, du beau, du seul, l'unique. Le Timothée Chalamet. Pour certaines surtout, c'est le plus BG de tous. Pour d'autres, il est loin de représenter le père idéal. Comment tu me décrirais son style de jeu ? Unique. Il y a un autre mot, exclusif. T'as l'impression qu'il va jouer un truc en exclusivité pour tel film. Après, il est jeune, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il se recyclera jamais. Il fera pas un truc qu'il a déjà fait dans un film, dans un autre film. Il fait des trucs, on a l'impression que la caméra lui vole et qui n'existeront plus jamais. Ça, c'est une immense qualité en tant qu'acteur. C'est un truc qu'on devrait tous tendre vers ça, mais c'est extrêmement difficile. Il est... Ouais, c'est un élu, il est magique. Donc il t'a impressionné vraiment plein de fois ? Oui. Mais pareil, lui, avant de savoir que j'allais le doubler, j'ai vu Call Me By Your Name,
où c'était d'ailleurs Gabriel Bismuth qui l'a doublé magnifiquement bien. J'ai appelé Hervé Rey, je dis mais qui c'est qui a fait ça et tout. Il dit c'est Valentin Merlet et Gabriel Bismuth. Je me dis mais ils sont fous, ils sont fantastiques. Je me suis même demandé, comme ça parle un peu français, italien, américain dans le film, anglais, on sait pas qui est de quelle nationalité. Il y a Esther Garel, machin. Donc j'ai dit mais il s'est doublé, il est français. J'ai même pas entendu que c'était doublé quoi. Bon, après je l'ai vu dans un avion donc forcément ça. Qui t'a vu dans un avion? Call Me By Your Name. Ah. Qui j'ai vu. Ouh, deuxième verre de vin blanc, Mathieu Colmar. Écoutez, vous me... Génial. Ouais, parfait. Cette interview prend exactement la tournure que j'espérais. Ouais, tu vois, qui cherche trouve. T'as plus de poils au menton que lui? Est-ce que t'as l'impression de faire un effort pour monter ta part de féminité et te mettre à son niveau? Ça dépend. Non, mais alors, je fais un effort pour me mettre à son niveau. Mais il y a des films où il n'est pas du tout féminin. Dans Dune, il l'est pas. Enfin, peut-être dans le 1, il est un peu enfantin et après, il grandit. Mais non, il fait un truc vraiment très différent à chaque fois. Je l'ai doublé dans plus de 10 films et à chaque fois, c'est une partition totalement différente. Et je me dis pas, je vais le prendre efféminé ou je vais le prendre plus léger ou quoi. Parce que dans le Bob Dylan, il est plus lourd que moi. Hein. Ouais. Il est plus grave. He speaks like that all the time. Donc, il faut descendre, quoi. Descendre à la cave et dans Wonka c'est beaucoup plus perché. Donc en fait non je fais un effort oui parce que lui a une palette très très large. Dans Dune, Paul Atreides passe d'un ado perdu à un leader charismatique voire un illuminé prophétique. Comment t'as vécu cet arc narratif toi? J'ai déjà demandé directement à Jean-Philippe Puy-Martin, pour ceux qui ont vu le film, c'est le moment où il boit la potion et qui devient le vrai Lisan al-Gaïb. J'ai demandé si toute cette scène qui est en Fremen, j'allais la faire. Et il m'a dit oui, on a demandé, Warner Bros veut que tu le fasses, on te l'a écrit en phonétique. Et là, c'était le bonheur parce que j'ai eu la chance de le voir chez Warner Bros avant pour m'imprégner du film. C'est assez rare qu'on puisse avoir cette chance-là. C'est surtout sur des films particuliers avec beaucoup d'intrigues différentes, beaucoup de... un univers très complet, très complexe. Et donc, voilà, c'est bien de les voir. Et là, ils nous ont fait ce cadeau. Ils nous ont montré le 1 et le 2. J'espère qu'ils nous montreront le 3. Et en ayant vu le truc, j'ai dit, attends, ça, je rêve de le faire. Il m'a dit, bon, on rêve tous que tu le fasses. C'était galère ou pas, cette séquence particulière? C'est la scène la plus impressionnante, déjà, que j'ai jamais eu à jouer en termes de jeu. Tu vois, on parlait en termes de trucs, de meilleurs souvenirs de cinéma. C'était le Jean-Jacques Hano. En termes de jeu, de trucs à jouer, avec en plus la contrainte d'une langue qui n'existe pas, de la faire à l'oreille, à la phonétique, c'était ça. Hein. C'était ça. Il est transcendé, il est possédé, il pleure, il s'énerve, il est puissant, il a des espèces de montées. Elle est incroyable, cette scène. C'est mon meilleur souvenir de travail en plateau ever. Combien de temps il t'a fallu? Combien de prises il t'a fallu? Take. Je l'ai torché en une fois. Hein. Non, on l'a beaucoup écouté, après on l'a segmenté, on a essayé d'avancer un petit peu dans les grandes lignes, parce que là, faire perroquet phrase par phrase, ça peut marcher, mais c'est pas très intéressant. L'idée, c'était... parce que lui, il a un vrai truc à dire. C'est, dans cette scène, il prouve qu'il est le Lisan al-Gaïb, il prouve qu'il est dans la tête du mec, qui connaît l'histoire de l'âme de sa grand-mère qui est morte il y a des années, et qui sait tout, qu'il a la puissance, la force, la connaissance... Donc, voilà, on s'en branle de faire un... Ah, c'est bien, tu l'as dit comme lui sur telle réplique. Non, l'idée, c'est d'avoir un geste complet. Et après, évidemment, on a tout repris bout par bout. Peut-être qu'on a dû garder un truc de la première prise, mais encore que ça m'étonnerait, parce que la prononciation, c'est une vraie langue dans le livre. Hein, donc, je pense que derrière, il y avait du monde. Donc, il ne faut pas trahir ce truc-là. Et non, c'était fantastique. Je ne sais pas, on a dû mettre... 4 heures à la faire. Ah ouais. Ce qui n'est pas grand-chose hein, pour une scène de 10 minutes, 7 minutes, c'est pas énorme. On avait prévu large et on avait surtout envie de le faire bien. Quoi. Et Jean-Philippe Puy-Martin, il était presque aussi excité que moi, si ce n'est pareil, mais il était comme un dingue. Quand la scène est arrivée, on l'attendait. Et là, il fait... Bon, allez, on y va, parce que lui aussi, il fallait qu'il soit aux commandes, qu'il soit au cordeau, parce que tu te rends pas compte de ce que tu fais, là, quand tu lâches les chevaux à ce point-là, c'est-à-dire que tu trembles, tu sais même pas si tes pieds touchent le sol ou pas, t'es en vibration, quoi. Bon, bref, non, j'en parle parce que c'était vraiment très, très intense. Ouais, c'est chouette. Et le perso en lui-même, son évolution tu parlais, ce petit côté enfantin qu'il a dans le 1, et puis d'un coup, au fur et à mesure, et dans le 2, il devient... ce grand leader, comment tu l'as
Comment tu l'as opéré chez toi? Bah, encore une fois, c'est Jean-Philippe qui est aux commandes. Donc, sur le 1, j'étais tenté parfois de le prendre dans ma voix pleine, de faire... Il me disait non. Alors, il me dirigeait pas par artifice de plus aigu, plus grave, mais plutôt non, t'as pas cette assurance-là, tu peux pas parler à cette personne comme ça parce que c'est elle qui a autorité sur toi. Ce qui était frustrant, parce que tu dis, bah, putain, c'est lui le roi. Mais sauf que lui, il a lu les bouquins, il a vu les films, il a les directives un peu, il a toutes les grandes lignes. Donc tu te laisses aller, c'est des mains de maître. Hein. Ces gens-là, voilà, tu parlais des gens que j'admire, Hervé Ray, Barbara Tissier, Jean-Philippe Humartin, Julien Kramer, Virginie Méry, Nathalie Régnier, Yann Perra. C'est des gens, quand ils te dirigent, ils sont tous très, très différents. Tous très différents, tu vois. D'ailleurs, il y a des différences de méthodes qui peuvent en froisser certains, mais moi, j'adore. C'est des gens, tous ceux que je viens de citer, ils m'ont tiré vers le haut, ils m'ont apporté des choses. Et ils ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à Paul Atreides, toi? Oh, qu'est-ce que tu veux que je réponde à cette question? Je vais rien apporter. Moi, j'ai fait modestement. Alors, en toute humilité, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que je dise? Mais Non, mais tu peux rien apporter. J'ai été. Tu penses que la version de Chalamet et ta version à toi, c'est la même, strictement? Bah non, c'est pas la même. Non, ça peut pas être la même. J'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. Après, moi, je suis moi. J'ai mon outil. Bah voilà. Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir ton point de vue sur... J'ai essayé d'être aussi sincère et puissant et vrai que lui, ou alors qu'en difficulté dans les moments où il l'est dans le film que lui. Voilà. Mais je peux pas dire que j'ai apporté un truc au personnage ou un truc au travail de Chalamet. J'espère l'avoir le moins abîmé possible et que les gens qui, quand ils voient les films avec Timothée Chalamet ou d'autres d'ailleurs que je double, qui se disent pas ah tiens c'est Gauthier qui le double, qui se disent putain ce film est génial, je savais pas qu'il avait été tourné en français. Ça c'est extraordinaire quand les gens se rendent pas compte que il y a des gens parfois qui me disent oui je l'ai vu en VF mais c'est pas lui. Ça, c'est un super compliment. Je veux dire, ben voilà, mais parfait, ça me va très bien. Ça me va très bien. Alors, il y en aura toujours qui vont dire, ah, tu lui apportes un truc, tu machin. Bon, bah, si vous entendez ça, tant mieux. Je vais pas aller contre le ressenti des gens. Mais toi, intérieurement, t'as pas l'impression de te différencier tant que ça de l'original? Je suis différent de lui. Bah ouais. Ce sera pas la même chose. Mais tu vois, Ikovic, j'ai travaillé avec lui il y a pas longtemps. Il a une vision du doublage qui n'est pas celle de tout le monde. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je trouve que parfois, il se prive d'excellents comédiens de doublage. Mais en tout cas, il prend beaucoup de comédiens de théâtre, des très bons comédiens, ou alors des gens parfois qui sont pile poil dans la même ethnie, dans le même langage que le comédien original. Et à un moment, là, j'ai travaillé avec lui cet hiver, il me dit non, là, tu me fais du son. C'est très bien. Mais c'est la version française de ce gars-là. Il dit, mais je m'en fous, en fait. Parce que là, tu le fais, mais tu aurais pu ne pas la faire. Il aurait pu très bien me dégager de ce comédien que je fais souvent. Il me dit, si c'est toi qui le fais, c'est parce que je veux t'entendre toi. Je veux que ce soit toi qui parles à la fille. Tu fais comme si tu l'avais tourné. Donc alors, parfois, ça peut être un peu à côté, parfois, ça peut machin, et puis parfois, il y a des miracles. Et là, moi, ça a été une séance où j'ai dit, vraiment, il me dit, tu t'en branles. Il parle pas comme ça, mais il m'a dit, tu t'en fous de la rythmo, tu t'en fous de la synchro, tu juste parle. T'as vu la scène, t'as compris ce qui se passe, fais-le. Comme si c'était toi, là, demain, qui devait. Et en fait, on retourne à une espèce de basique où tu te dis, bah oui, mais en fait, je suis affranchi de ce truc-là. Et ça m'a vraiment plu, en fait, cette manière de voir les choses et cette manière de travailler. Est-ce que c'est simplement le fait de ne pas faire comme d'habitude C'est le fait d'être vrai. Ou de sortir de ta zone de confort? Oui, ça m'a sorti de ma zone de confort et puis ça m'a rappelé qui j'étais. Parfois, je vais faire un petit truc, je joue jamais comme ça, mais tu vois, parfois tu te dis, bon, allez, vas-y, ça va bien lui aller au teint, on va mettre un petit filtre Instagram de la voix et je le fais pas, mais bon, inconsciemment, parfois tu te dis, bon, sur des trucs où tu dois aller vite, ça... Et en fait, c'est dommage. C'est dommage. Putain, Patrick Poivet, c'était pas la voix de Bruce Willis. Bruce Willis, il parlait comme ça. Patrick Poivet, il parlait comme ça. C'est deux imitations horribles que je viens de faire.
D'ailleurs, Ikovic a dégagé Poivet, donc c'est vraiment un mauvais enchaînement que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que Patrick Poivet avait une voix qui ne correspondait pas toujours à la voix de ses comédiens, mais l'énergie et le jeu remplissaient le truc et les gens préféraient regarder en VF, même les aficionados de la VO. Donc en fait, j'essaye de faire comme moi. Si on m'avait demandé de jouer comme lui, de faire au mieux en respectant au mieux ce qu'il a fait. Voilà. Ça roule. Qu'y a-t-il de fondamentalement différent quand on s'attaque à une œuvre de SF qui a traversé les âges, comme c'est le cas avec Dune? De fondamentalement différent de quoi? Par exemple, qu'est-ce que tu as cité comme film? T'as pas cité Star Wars? Non. C'est ça le même âge. Mais d'un autre film de SF récent? Wonka, par exemple. Pas forcément non, justement. Ah, d'un autre genre de film? Exactement. C'est le côté... Qui a moins de passif, tu vois. Le passif, je m'en fous, parce qu'il y a, comment il s'appelait, Jodorowsky, c'est ça qui a fait le premier, donc chacun s'est approprié l'œuvre littéraire à sa manière. Alors Jodorowsky a tenté, mais c'est Lynch qui a fait le premier. Ah oui, c'est ça, c'est le truc, oui, il y avait un truc pas fini, ouais. Ouais, c'est avorté, Jodorowsky. Avorté, et après c'est Lynch. Bon, voilà, là c'est Villeneuve, c'est encore une autre propale, donc en fait, je m'en fous de ce qui a été fait avant. T'essayes de respecter l'œuvre cinématographique, et l'œuvre le littéraire. Tu te focalises sur ce que tu as en face de toi et pas en te disant ça a une histoire, il y a des livres qui ont été écrits il y a 30 ans. C'est-à-dire que Jean-Philippe a lu tous les livres. Ah ouais. Moi, je les ai... j'ai appris assez tard que j'allais le faire. Je m'en suis imprégné, mais j'ai pas lu la trilogie. Voilà, je l'assume. Et il y avait Dylan, notre recorder, qui, lui, connaissait parfaitement l'univers, c'est-à-dire qu'il avait des bouquins annotés. Et il a fait très peu d'interventions parce que Jean-Philippe était sur le coup et tout. Et notre ingé son aussi, Pierre Buteau, connaît la trilogie par cœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des gigantesques geeks de Dune, de Villeneuve et de Chalamet sur le plateau. Donc du coup, il y avait une espèce de tout le monde a veillé au grain à ne pas faire la moindre erreur de prononciation, la moindre erreur de sens. L'impression d'évoluer dans une cage dans ces cas-là? Non, parce que non, t'as l'impression d'avoir des contraintes, mais c'est comme si on te dit tu vas piloter un Rafale en fait. Oui, alors t'es dans une cage, oui, tu peux pas faire ce que tu veux, machin, tu peux pas faire du trampoline dans un Rafale, mais par contre, ça envoie du lourd. Si t'apprends à le piloter, tu t'éclates. Là, une fois qu'on était lancé, c'était fantastique. Le seul truc différent des autres projets que j'ai l'habitude de faire, c'est peut-être le côté un peu biblique de Dune, le côté religieux, le côté... univers à respecter, tout ça. Voilà, c'était ça, mais c'était très plaisant. Sans mauvais jeu de mots, comment fais-tu pour donner de la voix dans une peinture aussi épique et monumentale, faire en sorte que tu sois le point de focal dans l'histoire malgré son immensité? Je mets du souffle en début de phrase et en fin de phrase. Et après, ça, c'est mon petit truc. Et le reste, alors là, vraiment, je suis sûr de faire une belle VF, je mets des accents toniques au milieu des phrases. Tu vois, par exemple, je vais dire « je m'appelle Paul Atreides », donc souffle en début de phrase. Voilà, enfin, ça, c'est génial. « Je m'appelle », voilà, intonation au milieu de phrase. Bien sûr, oui. Paul Atreides, avec un beau, joli souffle en fin de phrase. Voilà, et là, tu as vraiment la recette d'une belle VF bien menée. Vin blanc. Ok. Oh, putain. Allez. J'ai pas fini, il faut que je reste clair. Moi, j'ai des trucs à lire. Oui, toi, tu t'en fous, tu racontes tes blagues. Sors de tes fiches, bon Dieu. Mes fiches. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. On a parlé de Dune avec Laura Blanc et Jérémy Covillo. À quel point s'appuyer sur ses partenaires de jeu est important sur une saga pareille? Alors malheureusement... T'étais tout seul? J'ai été tout seul. Ah ouais, voilà. Tu réponds à la question. J'ai eu quelques scènes avec Victoria Grosbois, mais je me suis pas souvent appuyé ni sur Jérémy, ni sur... Si, Laura Blanc, j'ai dû avoir une scène avec elle. Quand même, maman. Maman. Bah oui. Laura Blanc aussi, elle fait partie des acteurs. Jérémy aussi. Putain, c'est des acteurs et des actrices que j'admire, que j'adore. Évidemment. Victoria aussi, au passage. Mais comme on a le même âge, j'ai tendance à admirer un petit peu les plus vieux. Les gens de mon âge, j'admire Chalamet. Parce que là, il y a vraiment 12 millions de longueurs d'avance, ou Ezra Miller. Après, les gens de mon âge, c'est des super camarades, on grandit ensemble, mais j'ai du mal à avoir un œil... comme je vais pas leur dire... je vais pas les coacher parce qu'ils sont pas assez bons, ou je vais pas dire « oh là là, putain. » Si, c'est juste on est ensemble, quoi. Ensemble, on se soutient et on se donne le meilleur. Tu l'as cité, Jean-Philippe Puy-Martin, qui a dirigé cette VF, qui est venu nous en parler d'ailleurs. Comment qualifierais-tu ta collaboration avec lui?
Extrêmement difficile, un tempérament compliqué. Non, Jean-Philippe, il est délicieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est d'une intelligence, d'une élégance rare. Hormis ça, le binôme, la dynamique, qu'est-ce que ça donnait? On était hyper connectés, surtout particulièrement sur ce film. On a fait pas mal de films ensemble. Voilà. Parfois en comédien, parfois on a même tourné ensemble dans un film. Ah, marrant. Ouais. Le Tournoi. Le film où j'ai rencontré mon épouse, Anna. Et non, on était complètement sur la même longueur d'onde. On était tous les deux complètement abasourdis par la réussite et la qualité des films et l'envie d'être à la hauteur et l'envie de s'éclater surtout. C'est-à-dire qu'il y avait pas spécialement de pression. On n'a pas eu de pression de la part de Warner, de la part de Dubbing. Oui, on savait qu'il y avait des attentes vis-à-vis des fans, mais je pense qu'on a, en tout cas, on a fait de notre mieux. Et en tout cas, une grande excitation et un immense plaisir de bosser ensemble. C'est-à-dire qu'on s'en parle des mois à l'avance. On se regarde, on fait c'est bientôt. De quoi il parle? Quelles sont les particularités ou les défis du doublage d'un acteur aussi expressif et subtil que Timothée Chalamet? Tu veux que je la refasse? Non, j'ai écouté, j'ai entendu. Il avait une bonne élocution, c'était assez clair. Super. C'est qu'il faut pas croire. Enfin, je dirais jamais. Non, mais je le connais, t'inquiète, je sais comment il fait, tu vois. Je sais pas comment il fait parce que d'un film à l'autre, c'est complètement différent. Donc en fait, il faut avoir l'humilité de se taire, de regarder et d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. Mais surtout de se dire que ça va, à chaque fois, ce sera vraiment un défi. Parce que ce sera pas du tout la même chose, ce sera totalement inattendu. Il copiera jamais un autre acteur, il fera jamais à la manière d'eux. D'ailleurs, tu as déjà entendu quelqu'un te dire ah, c'est marrant, il me fait penser à. Non, il fait pas ni penser à DiCaprio, ni à Johnny Depp, ni. Tu vois, les rôles qu'il a fait, il fait pas penser à Mark Hamill. Les rôles, les sagas, les trucs, c'est Timothée Chalamet. Il écrit son histoire et chaque film est différent. Donc, non, je pense que la difficulté, s'il y en a une, c'est de. Enfin, oui, il y en a, bien sûr. Les défis, en tout cas, c'est d'être très humble et d'être très à l'écoute. Quand tu dis défi, c'est difficulté, c'est quelque chose de... Non, défi, challenge. Donc c'est quelque chose d'exaltant? Ouais, c'est hyper excitant. Je me dis pas, oh merde, je panique pas quand il y a un film qui arrive. Là, voilà, je sais pas si je le doublerai dans le prochain, j'espère. Ouais, je vois un peu de quoi ça parle. Je me dis, ça va être complètement différent de ce qu'il a fait, comme d'hab. Et le Bob Dylan, pareil, je l'ai vu. Ouais, c'était comment ça? Je l'ai pas vu. C'était le personnage de Bob Dylan, c'est-à-dire que la voix, la posture, le chant, c'était une énergie qu'on ne connaît pas à Timothée Chalamet et il n'a pas cabotiné, il n'a pas ramené le truc à lui, il a été, tout simplement. Il a été Bob Dylan la durée du film. Je me rappelle que tu m'en avais parlé à l'époque. En tout cas, quand tu venais de le finir, tu m'avais dit, franchement, là, il a été loin. Tu penses qu'il t'a particulièrement impressionné sur celui-là? Bon, il m'impressionne à chaque fois, en fait. Non, pas particulièrement, parce que je suis un fan un fan, toute proportion gardée. Hein, je suis un admirateur, un vrai spectateur de la première heure. J'aime voir ses films, j'aime le regarder. Voilà, j'aime l'évolution qu'il prend et j'ai la chance de le faire depuis une dizaine de films. Et voilà, donc à chaque fois, je me dis, bon, mec, sois à la hauteur, il y a du taf, quoi. Est-ce que c'est une nécessité pour toi d'être admiratif par rapport à l'image? Oui, je préfère. Je préfère quand de temps en temps, t'as un comédien où tu fais oh là là, putain, il s'est vraiment pas fait chier ou je l'aurais pas fait comme ça. Ouais. Ou, après, j'ai pas de jugement, tu vois, mais quand tu vois que c'est faible, que la proposition, il y a eu un problème, le mec est mal casté, mal dirigé, le film est bancal, bon, voilà, c'est pas plaisant de faire les choses par-dessus la jambe. Oui, j'aime bien me faire ah ouais, dis donc, j'ai jamais vu ça, ou ouais, j'aime bien être surpris. De la même manière que j'aime bien travailler avec des gens où je me dis ah ouais, t'as pas le temps de penser à qui joue bien, est-ce qu'on a bien parlé, est-ce qu'on était beau, est-ce qu'on a une belle voix. Non, t'es dans les yeux de la personne, de ton partenaire et tu fonces, quoi, tu joues la scène. Hormis j'aime bien, est-ce que tu penses que ça influe sur ta... J'ai pas compris ta question. Hormis j'aime bien, est-ce que ça influe sur ton interprétation? Hormis j'aime bien quoi, le comédien? Ouais, j'aime bien ce qu'il fait,
waouh, c'est cool, c'est chouette. Donc, c'est bien pour moi parce que c'est un bon comédien. Je devrais pas le dire, mais oui, quand j'admire le mec, j'y mets un peu plus de mon cœur. Quand Ouais, je trouve que le truc est bien, quand humain. je me dis, waouh, putain, super, bravo, voilà, que j'ai un vrai, pas forcément admiration, parce que de l'admiration, t'es dans un truc où tu te places, voilà, tu te places en dessous, non, juste un truc où tu fais respect, super, de l'estime ou de l'approbation, enfin bon, bref, un Ouais, truc le où tu style, trouves c'est que bien. tout simplement que c'est bien, Ouais. oui, ça m'aide, ouais. Ouais, je préfère. Comment ton travail influence-t-il ta perception de l'acteur, quel qu'il soit, et de ses performances à l'écran? Mon travail dans le doublage ou en général? Allez, en général. Parce que ça peut être Bah, intéressant ça comme change. Non, mais question. c'est une question qui évolue à chaque film, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, t'as envie de te renouveler comme Timothée? Bah oui, je vais pas faire la même chose 2 fois, tu vois? Tu peux pas jouer la même chose parce qu'on t'a dit que t'étais bien, ça marchera pas dans le film d'après. Donc, non, je pense que parfois aussi, il faut savoir dire non à certains projets. Il y a des trucs, quand t'as déjà tourné le truc et que on te propose un scénario hyper similaire, peut-être que c'est bien de botter en touche. Au théâtre, c'est pareil. Voilà, je pense qu'il y a une question de choix à faire, il y a une question de toi aussi proposer, amener les gens à une couleur que t'aimes bien, dire bah voilà, je suis aussi ça, j'aimerais jouer ça, je fais des photos qui influent ça, j'ai une attitude qui peut faire penser à. Voilà, c'est à toi aussi, ou alors pas à travers l'écriture, d'écrire des films. Moi, là, j'ai envie d'écrire des films, de Ah ouais? les réaliser. Ouais. Il y a une frustration qui s'est développée. Alors non, c'est pas une frustration parce que j'ai déjà écrit et réalisé un film. Et c'est juste une envie, là, je me dis, ça y est, c'est le moment, on y retourne. Mais la question n'était pas innocente. Est-ce que tu penses que, justement, être au service des idées des autres amène une envie de créer soi-même ou alors... Alors oui, j'en sais rien. T'as envie de raconter des histoires, en fait. T'as envie de raconter des histoires en étant... Moi, il se trouve que les instruments auxquels je sais jouer, c'est l'acting. Et la réalisation, je sais que j'ai une analyse et un œil qui... Je suis très attentif, très sensible à certains trucs depuis tout petit. Et voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Il y en a d'autres, c'est à travers la musique, parfois à travers les costumes. Il y en a qui savent tout faire, des génies comme Xavier Dolan. Voilà, moi, c'est pas mon cas, mais je me dis, bon, bah là, je sens qu'en ce moment, voilà, j'ai fait des trucs super, mais j'ai faim. J'ai faim et je me dis, bah écoute, mec, vas-y, écris, réalise. Et j'ai des idées, j'ai des. Quand tu dis ta faim, ça veut dire que ça nourrit pas d'être comédien seulement? Seulement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de Bah, pas je pense que réaliser. quand t'as une carrière de fou et que tu tournes des trucs différents tous les jours, mais encore faut-il se l'offrir, ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est une chance, hein. Je dis pas que les gens ont de la chance d'avoir tous ces trucs-là. Je pense que c'est pas un hasard, tu vois. Des mecs comme Raphaël Quenard, je pense que c'est pas du tout un hasard s'il est là. Je pense que, enfin, même moi, je vois une interview de lui. Je me dis, je vais la regarder, quoi, parce que ce mec me fait rire, on a envie de l'aimer, on a envie que ce soit notre pote, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et donc, non, je pense que quand tu es comblé de choses, cette envie vient peut-être un peu plus tard, mais elle vient. Pas pour tout le monde, mais pour les gars comme moi, oui. Et moi, oui, là, j'ai envie. Là, ça y est, là, c'est le moment. Là. Ça y est, c'est maintenant. Ouais. Ta précédente réal? Oui. C'était quoi? Un film qui s'appelle À distance. Ok. Un long métrage, donc? Alors, c'est un court Ok. qui se passe entièrement dans une salle de pilotage de drone. Ouais. C'est un film d'action dans un huis clos. Ok. T'as 2 pilotes de drone, 14 écrans en face, et ils ont droit de vie ou de mort sur des villageois au Moyen-Orient. Et c'est le cas de conscience. Voilà. Le film, c'est ça, avec Damien Jouillereau et Marina Hans. Et voilà, je devais normalement réaliser le long métrage, ça s'est pas fait, ça a été un peu compliqué à passer le Covid. Et j'ai toujours un scénario par devers moi, comme on dit. Mais là, j'ai d'autres idées. Il reviendra peut-être plus tard, celui-là, mais j'ai d'autres idées. Ça fait un moment que tu tournes dans le milieu, on va dire. Il y a énormément de projets qui sont avortés. Tu saurais... Dire pourquoi? Alors, non, j'en ai aucune idée, parce que je pense que même les réals et les prods qui veulent que ça se fasse ne savent pas pourquoi. Non, c'est une question de timing, c'est une question de... Ouais. Puis parfois, il y a 2 projets qui se font en même temps, ou 3, tout le monde a la même idée, et puis il y en a qu'un qui se fait, ou aucun. Enfin, Non, c'est incompréhensible. Même les agents des plus grosses stars... Là, je parlais avec quelqu'un, voilà, qui a eu les gens que tout le monde connaît en France,
Et il me parlait d'un comédien avec qui je tournais, qui fait énormément de second rôle, de mise en scène. Tout le monde le connaît, tout le monde a vu sa tête. Et il me dit, oh, j'adore ce mec, j'ai été son agent, j'ai adoré être son agent, quel mec en or et tout. Et je dis, mais lui, par exemple, pourquoi c'est pas une méga star? Et il me dit, j'en sais rien. Il me dit, même moi qui suis son agent, qui suis le mec qui le vend, je ne peux pas te dire pourquoi. Ah ouais. Il a le talent des autres, il a la gueule qui aurait pu. Enfin, tu vois, il n'y a pas de critères. Il y a un moment, t'es là, t'es machin. Alors, je pense que le travail, la sympathie, l'énergie en général font que il se passe ce qui doit se passer. Mais après, il y a un truc il y a des élus, il y a des trucs, tu peux pas savoir. Il y a le talent, il y a la chance, il y a plein de choses. Après, j'entends plein de vieux très connus qui disent, j'ai énormément de chance. Non, mais c'est de la chance. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Mais mettre le mot précis sur le concept, j'en suis incapable. Et les plus grands sont rarement capables aussi. C'est un peu frustrant. Une grosse base, non, mais il y a une grosse base de talent et de travail. Hein. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eues? Ouais, j'arrive pas à me relire. Tu as eu à rencontrer? Ouais. Et comment? J'espère que tu vas pas te réenregistrer avec une voix suave de genre quelles sont les plus belles difficultés parce que t'es avec du souffle et des inflexions au milieu des phrases. Quel enfoiré, putain. Jamais, monsieur. Très bien. Quelles sont les grandes difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées? En gros, c'est ça. Alors, la plus dure, c'est de terminer cette interview avec une bouteille de blanc. Non, je déconne, on n'a pas fini la bouteille. En doublage? De manière générale dans ta carrière. Les plus grandes difficultés, c'est de gérer les moments où ça va moins bien. Carrément. Parce que, en fait, quand tu joues Edmond au théâtre et que tu joues un super téléfilm et que tu as le rôle principal aussi et que en doublage, tu as 15 000 trucs que tu enregistres la nuit ou les samedis et les dimanches parce que tes potes sont sympas et qu'ils acceptent et que les studios acceptent et que tout le monde joue le jeu. Ouais. Mais là, tu marches sur un nuage, en fait. C'est trop bien. Tout le monde dit, oh, quelle chance, c'est super et tout. Et ce qui est un peu plus difficile, ça, c'est très facile. C'est très facile. Okay. Donc, quand tu dis quand ça va pas, là, c'est quand ça va. Quand ça travaille, c'est que ça va. Ça, oui, là, ça va. Non, le plus difficile, c'est quand ça va pas et que là, on te fait tu fais plus ça? Mais t'étais pas. Et t'as rien qui arrive là. Ah, d'accord. Ok. Et là, toi, tu fais. Bon. De la même manière qu'il faut garder la tête sur les épaules quand tout le monde te dit « Mais je le savais, mais c'est toi, mais t'es le prochain !» Bon, ça fait plaisir, mais il faut pas se dire « Ah ouais, c'est vrai, putain !» Parce que c'est les mêmes qui vont te dire « Ouais, là, tu fais rien. » Donc, finalement, faut arriver à avoir la tête. Mais même dans les amis, dans la famille, dans les proches, même inconsciemment, il y a des petites phrases où tu te dis « Ah putain, ça me fend le cœur. » C'est pas de leur faute, c'est pas grave. J'en veux à personne. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à garder la tête froide quand ça va bien. Comment tu fais? Et quand c'est la grosse. Non, t'es dans un bac de glaçons 8 fois par jour. Non, c'est d'essayer de mettre son ego de côté. Enfin, tu vois, de se dire, je fais mon travail, je suis en train de vivre un truc super cool, je suis à fond, je le gère. Et puis le jour où ça va mal, pas de se dire, quoi? Mais moi, comment c'est possible que moi je tourne pas? Mais c'est difficile quand t'as goûté un truc cool. Donc c'est aussi d'avoir la tête froide, de respirer, de se dire, c'est une période plus calme. Peut-être qu'il faut que je progresse sur quelque chose aussi. Peut-être qu'il faut que je présente autre chose, que je travaille à un certain truc, ou peut-être que j'attende. Voilà, ou que je profite de la vie, que je vive des choses, parce que aussi parfois on change d'âge, on change de tranche et qu'il faut avoir vécu pour être crédible dans un nouvel emploi. T'as toujours cette tête froide? Non. Oh bah non, là je te dis ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que je le fais. Tu veux chercher conseil auprès de mentors ou de mentors, comme il faudrait dire? Non, ils sont tous mauvais. À chaque fois, ils te disent les pires trucs de la Terre. Non. Soit ils te disent mais c'est de ta faute, soit ils te disent mais non, tu y es pour rien. Et dans les deux cas, ils ont tort. Mais non, c'est toi et toi-même. C'est un métier extrêmement difficile. Non, je pense que si tu vas chercher les choses avec les gens que tu aimes et à ne pas tout le temps parler de ça. À profiter, voilà. Je profite de mon fils, de ma femme. J'ai une famille que j'aime. J'ai des amis que j'aime et voilà, de profiter de ça, des bons moments, des moments chouettes, de découvrir autre chose qui n'a rien à voir avec le métier, de pas tout le temps se dire par calcul de ça c'est une prison horrible. Il y en a qui arrivent à avancer là-dedans. Moi, ça me fait chier royalement. Donc oui, mais mes mentors, c'est les gens que j'aime. Et peut-être prendre un peu de distance aussi avec ça parfois, tout en restant prêt. Au cas où il y a un truc où il faut que tu sois prêt. C'est ça qui est chiant. Putain. Tu peux pas t'en foutre totalement non plus. Bah ouais. Quelles compétences ou qualités penses-tu être essentielles pour réussir dans ton domaine?
Être centré, être vrai, être soi, être... tu vois, dans la vie, les gens que j'adore rencontrer, c'est le maraîcher, le poissonnier, le patron de bar ou... Pourquoi? c'est le mec ou la nana qui ont des personnalités, tu vois, des vrais personnages. Celui qui dit tout ce qu'il pense, qui va parler de la même manière à quelqu'un d'important, et à quelqu'un de lambda. Et voilà. Et là, ce mec-là ou cette nana-là, je l'adore. Genre la restauratrice à Fécamp, une ville que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nounout, qui a toujours vécu dans des poissonneries, dans un milieu de pêcheurs, et qui a un restaurant où elle fait « Hé, toi, là, tu vas te mettre là, et tu me fais pas chier. Dis donc, elle est casse-couille, ta femme !» Elle, je l'adore. Je l'adore. Elle parle mal à tout le monde, mais même à ses équipes, et en même temps, c'est plein d'amour parce qu'elle vient t'apporter le truc. Elle dit « Non, prends pas ça, tu vas préférer ça. Je te dis que tu vas préférer ça. » Et elle a aucun intérêt à te fourguer ce truc plutôt qu'un autre. Ouais. C'est parce qu'elle te connaît et qu'elle veut te faire plaisir. Ou Serge, qui était à la Divette de Montmartre, qui est un taulier, putain, il était fantastique. Il est fantastique. Quand il était dans le 18e à Montmartre, il y avait des stars qui venaient lui acheter des clopes. « on t'a pas appris à dire bonjour ?» « Ouais, j'en ai rien à foutre. Quand tu me diras bonjour, je te servirai tes clopes. » Et il continue la conversation avec toi. T'es là, putain, mais tu t'y vas pas ? Bah non. Ça, j'adore ces gens-là. C'est quoi? C'est la vérité Oui, c'est les gens qui vont se comporter de la même manière avec un ministre, une actrice ou un plombier. Pourquoi ça te fait autant de bien? C'est parce que ça manque tant que ça dans notre métier? Ah ouais. Bah putain, tu vois... c'est pas sympa ce que je veux dire, mais tu vois des gens arriver, faire être obséquieux pendant 2h30 avec le DA. Et bonjour, comment tu vas? Et ton fils, il a même pas dit bonjour à l'ingénieur du son qui est à côté. Il y a une personne là. Bon, après, moi, je me souviens pas de tout le monde. Ça m'arrive d'oublier des prénoms, ça m'arrive de machin. Mais déjà, tu dis bonjour. Et puis quand tu racontes une anecdote, pourquoi ça se passe que dans les yeux on est trois là, de regarder tout le monde. Ouais, moi, ça me manque carrément. C'est pas le cas de tout le monde. On a quand même des vrais de vrais dans le métier. C'est d'ailleurs les gens avec lesquels je travaille souvent. Donc, voilà, tu cultives un peu ce truc-là. Mais ouais, il y en a, franchement, c'est abusé, quoi. Il y a des comédiens, même avec les autres comédiens, tu pourrais te dire, bon, on est ensemble à la barre, on partage des trucs. Il y en a, au bout de 3 ans. Bonjour, enchanté, je m'appelle machin. Tu fais, gars, on a fait 2 séries en rôle principal. Et le gars, il connaît tous les noms des gens de la prod, tous les noms des DA. Mais toi, il te connaît pas. Mais il croit qu'il me connaît pas. Mais si, il me connaît. Il m'a croisé 3 fois dans la journée dans 3 studios différents. Et tu dis, je sais que je dirige pas ou que je suis pas producteur ou directeur de production. Je peux pas t'apporter directement du travail. Mais en revanche, on a quand même vécu des trucs ensemble. Et pour ça, du coup, il t'imprime pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Je te parle pas de trucs, on s'est croisés 3 minutes. Parce que ça, moi, ça m'arrive de confondre les gens, de pas... Oui, non. Mais je confonds tout le monde. J'ai pas de... Tu vois, il n'y a pas de hiérarchie. Est-ce que tu penses que ça vient intrinsèquement du métier du comédien? C'est-à-dire, en prétendant être quelqu'un d'autre systématiquement à longueur de temps, on en vient à être quelqu'un d'autre ou... Non, ce serait horrible de dire ça sur les comédiens. Ça voudrait dire qu'on est tous un peu minables. Mais non, je pense que c'est un trait, une caractéristique humaine qu'on a tous plus ou moins. Et voilà, qu'il faut surveiller. Et quand tu as des gens vraiment authentiques, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment on fait pour ramener un peu plus d'authenticité dans notre milieu? Ben voilà, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ce mot-là, c'est pas d'artifice, le moins possible. Et voilà, apporter un peu de filouterie, un peu de goguenardise, un peu de vérité, un peu de soi. Jouons, en fait, de jouer, de rendre le truc amusant. Ah, c'est pas exactement ce qu'il a fait. Ah, machin, c'était pas plus fort. C'était plus fort, mais est-ce que ça vous a fait marrer? Bon, la scène est drôle, c'est censé vous faire marrer à ce moment-là. Eh ben, gardons. Ouais, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Ça déborde un peu, le trait de crayon a débordé du contour. Ben, moi, je préfère. Je suis bien d'accord. Dans l'histoire du cinéma, quel est le film dans lequel tu aurais eu le plus envie de jouer? Star Wars. Ah ouais? Quelle question. Ouais. Pourquoi Star Wars? Bah, ça doit être... voilà, bon, il n'y a pas qu'un film, mais ça doit être les films que j'ai le plus vus, qui m'ont le plus transporté, c'est un voyage initiatique à chaque fois. Ouais. C'est une quête, c'est une intrigue de maturation. Le héros avance, passe au-delà de ses difficultés, évolue. Voilà, c'est des thèmes profondément universels et intemporels. Est-ce Sur moi, que ça marche, d'avoir quoi. vécu l'arc de Paul Atreides a un peu mis un pansement sur cette
Cette envie d'avoir fait Star Wars, de vouloir. Oui, et aussi de faire la voix française de Luke Skywalker dans Le Mandalorian. Ah, Et ça, tu le savais pas, mon petit branleur. C'est pour ça que tu vas reboire un petit verre de vin blanc. Ah, t'es salaud. Allez, non, j'avoue que je ne savais pas. Il veut me bourrer. Voilà. C'est bien. Grande rasade pour Mathieu Colnat. Ok, donc Star Wars. Pour le côté voyage, initiatique. C'est ça qui t'intéresse, c'est ça qui te parle. Ouais, non, mais le travail intérieur, tu vois, qui on est, c'est quoi le but de la vie, est-ce qu'on peut changer, est-ce que... C'est des questions que tu te poses à toi? Bien sûr, mais depuis tout petit. Le bien, le mal, comment il fait, Luke, il a le sabre laser de Dark Vador là, l'empereur qui est en train de défoncer tous ses amis et il lui dit, mais tue-moi, vas-y, tue-moi et tout s'arrête. Mais il sait que s'il le tue, il passera du côté obscur, donc ça résoudra pas le problème. Mais ça, c'est des questions. Mais même encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je fais à sa place? J'en sais rien. C'est fantastique. J'adore. Hormis Star Wars, il y a d'autres films comme ça où tu te projettes comme ça à ce point-là? Oui, bien sûr. T'as des Madeleines de Proust? Alibaba et les 40 voleurs. C'est quoi, le dessin animé? Non, c'est Fernandel, c'est Ok. Jacques Becker, le père de Jean Becker, qui l'avait réalisé. Ouais. Film en noir et blanc, magnifique, ça c'est une grande Madeleine. Il avait été colorisé, cela dit, après. Je sais pas, j'en ai dit. J'aime pas les trucs colorisés, moi. Je préfère regarder les vrais noirs et blancs parce que c'est authentique, C'était machin. colorisé dans les années 80, donc on passe de noir et blanc à on a mis une nuance de rouge, une nuance de jaune. Je sais bien, mais du coup, ça fait un peu factice, un peu... Il y a une chaîne que... J'en ai parlé 2-3 fois. Ça s'appelle Cinéma Cult Classique, une chaîne YouTube, ils ont un catalogue de vieux films comme ça, hallucinants, dont tous les films de la Hammer des années 50, les films avec Christopher Lee, Peter Cushing, que je recommande. Et il y a plein de films comme ça, colorisés. Je préfère les versions noir et blanc, vraiment. Bah, moi, oui. Je l'ai découvert colorisé, donc j'ai pas d'avis. Moi, ma Madeleine, elle avait déjà des couleurs. Ouais. Donc c'est ça que j'aime. Non, mais Jason et les Argonautes, par exemple, moi, c'est pareil, je l'avais vu colorisé. Mais là, t'ouvres un débat hyper intéressant parce que finalement, t'as pas envie de toucher une œuvre. Bah ouais. Tu te dis, faut pas la transformer. C'est comme les vieux Disney, on redouble. Tous les 30 ans, on redouble. Peter Pan, il est à son 3e doublage. Bah, au secours. Mais au secours. Mais en même temps... Parce qu'on change. Quand t'as une version dégueulasse en mono, avec un son qui était la norme de l'époque, mais aujourd'hui, quand un gamin le voit, il fait « Ah, ça me fait chier !» Le gamin, tu l'éduques, parce que ça fait partie du charme pour moi. Ouais, mais moi, ça se trouve, un film en noir et blanc, je l'aurais rejeté. Et mes parents, ils auraient beau avoir essayé de me forcer à le regarder, je l'aurais rejeté. C'est une vraie question que je me pose. Ouais. Tu vois, ça rend aussi les œuvres accessibles. Alors, je pensais... Après, moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est que je préférais les doublages d'avant. Ah ouais. C'est que je trouvais que les voix et les intentions étaient fantastiques. Et bien tout d'un coup, t'entends des trucs où tu fais... Et bien sûr. Putain. Et j'en ai même Roger Carrel sur Petri, le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Ah oui, ok, oui. Petit pied. Oui. J'ai voli. Non, t'as pas voli, t'es tombé. Tout le monde l'a en tête, cette réplique. Ouais. J'ai voulu la montrer à mon fils. Évidemment, je lui ai caché la scène de la mère qui se fait bouffer par dents tranchantes. Et j'ai volé. Ah non, t'es tombé. Et là, j'ai fait ah, c'est qui le comédien qui s'est pas battu pour faire comme Roger Carrel, cet enfoiré. Ouais. Je regarde le doublage. Putain, c'est Roger Carrel qui a récupéré le rôle. Donc on a changé le texte. Horrible. J'ai été meurtri. Bah tu vois. Ouais, ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Mais en même temps, c'est déjà impossible de retrouver l'ancienne version aujourd'hui. Et au-delà de ça, quand t'as des vieilles versions qui sont pas compatibles avec machin, quand le son, quand la qualité du son... Ça pour restaurer un son comme ça, il faut tout refaire, en fait. Et ça craquette, et bah ça craquette. Et écoute, les VHS, ils ont... Tu me diras sur un iPhone, quand tu les colles devant l'iPhone au restaurant, ils s'en branlent que ce soit un son dégueulasse. Merci. Oula, je dis de plus en plus de gros mots, c'est le vin blanc. Non, mais écoutez... Attention, Mathieu Colnat, il te reste 16 minutes avant la fin de cette interview. Quelle heure il est? Mon Dieu, j'ai rendez-vous. Putain, c'est vrai? Ouais, il faut que je libère la nounou, là, faut absolument que je me casse. Ouais, bah la nounou, on va l'appeler, on va passer un coup de fil, on va dire, attendez, on finit la bouteille, madame. Je déconne, j'ai aucune limite de temps, mais je le fais stresser. Tu disais? Je disais que je pensais un peu comme toi, en disant que, machin, il y a des normes techniques qui font que
aujourd'hui, machin. Et puis, j'ai fait une école de cinéma il y a une vingtaine d'années. Et quelle était cette école de cinéma? l'ESRA. Impeccable. Paris? Paris 15. Impeccable. Et je me suis mis à mater notamment toute la filmo de Hitchcock. Y a la majorité des films d'Hitchcock sont en noir et blanc. Et je me suis pas dit, oh là là, c'est moche, Tu rentres dans un univers, ça fait partie du truc, tu vois, ça fait partie du voyage. Oui, mais bien sûr. Mais là, je parlais plutôt pour les enfants. Tu vois, un truc... Je pense que... Cela dit, non mais t'as raison. En fait, je suis partagé. Je pense pas. Les enfants, ils regardent, ils voient pas la technique. Donc justement, tu leur montres un film en noir et blanc et tu leur dis, c'est magique. En tout cas, si toi, tu le vis, ils vont le vivre aussi avec toi. Et puis, le noir et blanc, c'est juste... T'as peut-être raison, t'as peut-être plié cette question, Mathieu. Ah, tu vois, peut-être. Peut-être. Et puis, cette émission est en noir et blanc, donc je veux pas dénigrer le noir et blanc. Alors non, je demande à être colorisé. Mais ça marche. J'ai demandé à l'intelligence artificielle qui va couleur, tous nous virer. En vert, par exemple. En vert, c'est pas mal. Ouais. Et contre tous, bien sûr. Oh, joli. Attention. Jeu de mots de merde. Attention. Ça c'est bon, ça c'est fait. On va passer à celle de là. Es-tu pleinement satisfait du parcours accompli et d'avoir fait ce que tu souhaitais? Oh, je suis totalement satisfait. J'estime Super, que je suis arrivé au meilleur de moi-même. Oh, la question. Ouais, je pense que je suis le meilleur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je ne suis pas satisfait. Je parle pas de tes capacités à toi, je parle de ton parcours, de ce que tu as vécu, de ce que tu t'imaginais vivre et avec le recul de ce que tu as vécu vraiment. Tu vois, ce décalage entre je m'imagine ma carrière et ce qu'elle est vraiment. Comment tu le vis? Est-ce que tu t'imaginais mieux, moins bien? Non, mais alors déjà, c'est-à-dire que les yeux que j'avais quand j'avais 15 ans et que j'ai commencé ce métier ont changé. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je disais, j'adore le doublage. Je suis fan de doublage. D'ailleurs, j'avais doublé des trucs. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment le doublage. Non, tu l'as pas. Tu vois, regarde, en buvant un verre de blanc, il y a ça qui me revient. Oh, putain. J'ai commencé le doublage en redoublant Bambi. La vérité sort. Une version qui s'appelle Bambit sur YouTube. C'est très sombre. Tu vois? Donc toi aussi, au début, la première question, les youtubeurs qui se doublent, machin, c'est toi. Le youtubeur, c'est moi. Mais sauf que je faisais déjà du théâtre depuis mes 8 ans. Allez, bim. Donc j'étais légitime. Et d'ailleurs, ça avait fait mourir des prods d'anime qui faisaient des tournages à une série qui s'appelle Trop la classe, avec Dorothée Pousseau, Manu Garigeau, François Civil d'ailleurs, à qui je succédais, comme le 1 qu'on embrasse. Bon, j'arrête le name dropping, c'est chiant ça, putain. Quand on fait une interview, on est toujours en train de se dire, faut que je remercie tout le monde. Je pense, ouais. C'est casse-couille. Bah oui. Les gens, vous n'en avez rien à foutre. Puis personne va le voir, de toute façon, ce truc. Donc, t'inquiète pas, je te rassure. Puisque personne ne regarde, ouais, exactement. On va y aller franco de port. Alors, j'ai couché avec la cliente quand même, hein. De la Warner. Pas que, Mathieu, pas que. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Que YouTube, que t'as fait... Voilà, un doublage qui s'appelait Bambit, et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage, parce que j'adorais éteindre le son de ma télé avec mon frère et ma sœur, Marine, qu'on embrasse. Non, j'arrête. Et voilà, on faisait le téléachat Pierre Bellemare, j'adore. Tu faisais un doublage de téléachat? Non, t'es ivre-mort. J'éteignais le son de la télé, et avec mon frère et ma sœur sur le canapé, on faisait les doublages. Mais c'était pas enregistré. Et en fait, j'ai fait ça avec Bambi, on disait des insanités, et voilà. Et j'ai envoyé ça au patron de studio qui m'ont dit « Oh !» Il y en a un qui était consterné. Il m'a regardé en mode, je sais pas si je vais te reparler un jour. Et l'autre qui était sous son bureau, plié en deux de rire. Et j'ai fait Émilie Joly avec voilà, le petit caillou. Incroyable. Ouais. La vie est pleine de surprises, Mathieu. Bah écoute, et par rapport à ma question, t'as juste pas envie d'y répondre. Comment tu vis ce décalage entre ce que tu imaginais et ce que tu vis vraiment? Je le vis très bien parce que, voilà, à cet âge-là, c'était ça que je voulais dire d'ailleurs, pourquoi je me suis éparpillé. Je ne sais pas. C'est que je disais à mes parents, j'adore le doublage, mais je n'accepterais pas de doubler un comédien connu, par exemple, parce que ça voudrait dire que je suis obligé de revenir, que machin, j'ai pas envie d'avoir d'engagement. Mon cul sur la commode, la première fois qu'on m'a proposé un comédien et qu'il a retourné, je fais « Ah, mais c'est génial, je suis trop content !» Et les fois où on m'a dit « C'est pas toi qui l'as doublé cette fois », je fais « Quoi ? Mais c'est complètement injuste !» Donc en fait, oui, donc, ça c'est des idées reçues débiles de quand t'es jeune. Et il y a des trucs, je pense, j'aurais jamais imaginé tourner en anglais déjà. J'ai fait, je sais pas, 4 projets en anglais. C'est pas des grands rôles, mais bon, voilà, j'étais très fier, très heureux, et j'espère qu'il y en aura d'autres et des plus longs. J'aurais jamais pu espérer, rêver tourner avec Jean-Jacques Hano un jour. C'est arrivé. Donc non, il y a des très belles surprises qui se passent. Il y avait des a priori où je me disais, ah, je vais pas aimer. En fait, j'adore. Et des trucs où je me disais, non, mais ça m'arrivera jamais, et ça m'est arrivé.
Donc voilà, finalement, mon œil de quand j'avais 15 ans... C'est quoi le plus fun? Que ce qui arrive, ce que tu imaginais arrive? Ou au contraire, quelque chose de totalement inattendu se passe? Non, le plus fun, c'est la drogue, les filles faciles, Bien entendu, mais les hormis ça. yachts. J'en sais rien, je comprends pas ta question, Mathieu. J'ai l'impression que t'aimes bien sortir de ta zone de confort. En tout cas, Ouais. c'est les moments où tu retiens. C'est les moments que tu as cités souvent. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qui t'excite, qui te Mais j'ai pas de. fait En fait, avancer. j'aime bien les trucs hyper maîtrisés et j'aime bien les trucs hyper freestyle. Les deux m'excitent. J'aime quand c'est intense. J'aime quand il y a du challenge. J'aime quand il y a beaucoup de slalom. Tu fais donc du ski. J'ai fait beaucoup de roller. Ah oui, bah c'est Oui, presque c'est un pareil. sport pourri. Hein. Il a toujours été boudé, ce sport. Il a jamais été sexy. C'est vrai, mais le roller, parce que comment? Parce que le roller, tu sais, en ligne ou le roller, tu sais, à l'ancienne? Le roller en ligne. Ah merde. Eh ouais. Le rollerblade, comme on Le disait. rollerblading et Bien le sûr. roller en skatepark. Voilà, j'ai un peu touché à ces choses-là. Mais merveilleux, est-ce qu'il y a des vidéos qui tournent qu'on pourrait mettre en introduction? Ouais, il y a de même cette eu un vidéo? pilote de série qui s'est pas fait et j'étais super triste. Tu fais concurrence à Cédric Dumont, t'as fait Extrême Limite, mais version roller. Ouais, ça devait être un truc un peu comme ça, ouais. Bah écoute, je te retrouverai des images si tu les mets dans l'interview. Ce sera des images en couleur, par contre. Je suis désolé. Excellent. Excellent. Une série en. Tu sais qu'il y a des. C'est comme ça qu'on commence nos travelling. Quand on n'a pas de moyens, on fait roller, ça en bien roller sûr. ou en skate. Bah bien sûr. Bien sûr. Avec un bon stabilisateur en post-prod. Ou un caddie de supermarché si vraiment t'es. Alors là, c'est un très bon la dèche. stabilisateur en post-prod parce que des roues en plastique dur, ça swing. Ouais, et puis ça fait un bruit, mais laisse Bon, t'as tomber. beaucoup de questions parce que j'ai faim, je suis invité à dîner. Ah d'accord, oh, putain, mais incroyable. Si tu pouvais dessiner ton avenir, à quoi ressemblerait cette peinture? Un grand chat avec une maison à côté et une belle bite entre les deux. Que répondre à cette question? Un avenir plein d'enfants, plein de bonheur, plein de sérénité pour ceux que j'aime. Et puis avec quand même pas mal de folie, hein, on va pas se mentir. Faut que ça swing. Faut que ça swing, faut que ça déborde du cadre. Non, j'aimerais bien tourner ne serait-ce qu'une panouille, donner la réplique une fois à Chalamet, et je vais le faire d'ailleurs. Ça, je te le signe, je vais le faire. Ok. Voilà, une petite scène un jour. Et j'aimerais bien faire des rôles un peu plus importants à l'image. Pas beaucoup plus, j'en demande pas beaucoup. Juste tu vois, un truc où on fait ça, on se marre. Voilà, raconter mes histoires. Et là, j'embarque tout le monde avec moi. Et là, je peux te dire que ça va swinger et que ça va sortir du cadre. Quand tu dis mes histoires, t'en as un plein sous le coude? J'en ai quelques-unes sous le coude, ouais. C'est des longs métrages? Oui, alors il y a des longs métrages et il y a des courts métrages qui peuvent devenir des longs. Après, la question, c'est stratégiquement par quoi je commence. Est-ce que je mets 4 ans à monter un long ou est-ce que j'envoie un court qui cartonne et ça peut peut-être accélérer les choses ou ça peut peut-être finir aux oubliettes et dégoûter tout le monde, moi compris, parce que j'aurais passé beaucoup d'énergie à J'ai faire un ouï truc. dire que si tu veux convaincre une prod qu'elle te suive sur un long, il faut d'abord que tu fasses un court avec elle. Et effectivement, cette méthode de je fais un court qui va ressembler au long que j'ai envie de faire avec. Oui, c'est un peu la voie classique, mais on va dire qu'il y a certains cas de figure où tu peux aussi te lasser, tourner en rond, le court-métrage, la prod, les relations. Tu vois, c'est long, hein. Tu vas mettre 1 an à monter ton court, 3 ans à monter ton long. Voilà. Il y a aussi un petit truc de fraîcheur qui peut marcher parfois. Ouais. Et puis, je suis plutôt jeune. C'est vrai que tu commences à sucrer les fraises, donc je n'osais pas te le dire, mais... Bon, on va se faire une petite conclusion vu que tu es pressé de partir. On va bouffer, ouais. Ouais. Si, tel Paul Atréide, tu te soulevais pour parler à tout un peuple, quel message souhaiterais-tu faire passer? Sortez-vous les doigts du cul, kiffez, aimez-vous, et pas de violence, c'est les vacances. Merci Gauthier, salut l'artiste. Bien foutu de ma gueule sur le message de fin. Merci à toi Mathieu, c'était très agréable, et voilà. Au plaisir de retravailler avec toi prochainement. Avec plaisir. Allez, ciao.